Une enseignante de maternelle s'est inquiétée lorsque des frères jumeaux de 5 ans ont commencé à apporter de la nourriture de chez eux pour un ami secret. Lorsqu'elle les a suivis après l'école, ce qu'elle a découvert dans leur sous-sol l'a poussée à appeler le 911 depuis sa voiture. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les érables qui bordaient la cour de récréation de l'école primaire Oakwood avaient entamé leur transformation annuelle, leurs feuilles passant du vert vif à l'or bruni et au rouge flamboyant. Mélanie Porter s'arrêta devant la fenêtre de sa salle de classe, observant les enfants de maternelle courir sur le sol couvert de copeaux de bois, leur rire porté par la brise fraîche de septembre. Des années après avoir commencé sa carrière d'enseignante, abandonnant le monde sous pression de l'édition à Boston, elle se surprenait encore à s'émerveiller de la joie pure et simple des enfants de 5 ans en train de jouer. Tous sauf deux. Son regard dériva vers les jumeaux Bennett, blottis l'un contre l'autre sur un banc sous le toboggan. Liam et Noah étaient assis, épaule contre épaule, leurs têtes blond foncé penchées l'une vers l'autre tandis qu'ils chuchotaient, inconscients du chaos du jeu de poursuite et des jeux d'imagination qui tourbillonnaient autour d'eux. Identiques en apparence avec leurs yeux noisettes sérieux et leur nez en bouton, ils avaient toujours été calmes par rapport à leurs camarades de classe. Mais dernièrement, ce calme avait pris une qualité différente, quelque chose qui déclenchait l'intuition d'enseignante soigneusement affûtée de Mélanie. « Madame Porter, Jason a encore pris mon dinosaure. » La voix indignée de Zoé Matthews détourna l'attention de Mélanie de la fenêtre. « J'arrive, Zoé. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé, utilisez nos mots. » Mélanie sourit de manière rassurante à la fille aux couettes avant de jeter un dernier regard inquiet aux jumeaux. Elle leur parla après la récréation. Au moment où la cloche sonna, rappelant 20 enfants de maternelle excités en classe, Mélanie s'était presque convaincue qu'elle réagissait de manière excessive. La famille Bennett avait traversé une épreuve terrible 6 mois plus tôt, lorsque Claire Bennett avait perdu sa bataille contre le cancer du sein. Il était naturel que les garçons soient renfermés, qu'ils se cramponnent l'un à l'autre pour trouver du réconfort. Elle leur donnerait de l'espace, surveillerait la situation. Cette résolution dura jusqu'à l'heure du déjeuner. « Liam, chéri, tu n'as pas faim aujourd'hui. » Mélanie s'accroupit à côté de la petite table où les jumeaux étaient assis, leur boîte à lunch bleue assorties ouvertes devant eux. Ce qui attira son attention, ce n'était pas ce qu'ils mangeaient, mais ce qu'ils faisaient, diviser soigneusement leurs sandwichs et leurs tranches de pommes, envelopper la moitié dans des serviettes en papier, puis cacher secrètement les paquets dans leur sac à dos quand ils pensaient que personne ne regardait. Les yeux de Liam s'écarquillèrent en se faisant surprendre, une lueur de peur traversa son visage avant qu'il ne la masque par un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « J'ai déjeuné tard, Madame Porter. » Noah hocha vigoureusement la tête. « Moi aussi, papa a fait des crêpes. » La qualité répétée de leur réponse envoya une vague de malaise à travers Mélanie. Elle enseignait depuis assez longtemps pour reconnaître quand des enfants cachaient quelque chose. « Y a-t-il une raison pour laquelle vous gardez une partie de votre déjeuner ?» demanda-t-elle doucement, gardant un ton curieux plutôt qu'accusateur. Les jumeaux échangèrent un regard, une de ces communications silencieuses qui fascinaient Mélanie, ce langage secret qui semblait exister entre des frères et sœurs identiques. Noah craqua le premier. « C'est pour notre ami secret, lâcha-t-il, puis il plaqua immédiatement sa petite main sur sa bouche, les yeux dardés sur son frère. Liam lança à Noah un regard de trahison avant d'ajouter rapidement « C'est juste pour de faux, Madame Porter, on joue. » Un ami secret ? Mélanie garda une voix légère malgré les sonnettes d'alarme qui retentissaient dans sa tête. Ça a l'air intéressant. Est-ce que votre ami secret a un nom ? Les visages des jumeaux se fermèrent comme des volets. On doit finir de déjeuner, murmura Liam, soudainement intensément concentré sur son sandwich à moitié mangé. Mélanie savait qu'il ne fallait pas insister davantage. « Eh bien, si jamais vous voulez me parler de votre ami secret, je suis toujours là pour écouter, » dit-elle, pressant doucement l'épaule de Liam avant de se lever. Alors qu'elle s'éloignait pour aider un autre élève avec une brique de jus récalcitrante, Mélanie catalogua mentalement cet incident aux côtés des autres observations préoccupantes qu'elle avait faites au cours des 3 dernières semaines. Les jumeaux arrivant avec les mêmes vêtements 3 jours de suite, Noah s'endormant pendant l'heure du conte, les 2 garçons sursautant lorsque la porte de la classe s'ouvrait de manière inattendue, les cernes sombres sous leurs yeux qui témoignaient d'un sommeil perturbé. N'importe lequel de ces signes pourrait être expliqué. Leur père travaillant de longues heures alors qu'il s'adaptait à la monoparentalité, le bouleversement naturel qui suit une tragédie familiale. Mais pris ensemble, aux côtés de ce nouveau comportement consistant à mettre de la nourriture de côté, les pensées de Mélanie furent interrompues par une traction sur son cardigan.
Elle baissa les yeux pour trouver Noah debout à côté d'elle, son petit visage solennel. « Madame Porter, chuchota-t-il, jetant un coup d'œil en arrière vers son frère qui était occupé à essuyer leur table avec une minutie exagérée. Notre ami a vraiment faim parfois. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se précipita pour rejoindre Liam, laissant Mélanie avec un œuf froid se formant dans son estomac. Ce soir-là, après que le dernier de ses élèves eut été récupéré par les parents et les gardiens, Mélanie s'assit à son bureau, fixant l'écran de son ordinateur. L'email qu'elle avait envoyé à Richard Bennett 3 jours plus tôt concernant la fatigue des jumeaux restait sans réponse, tout comme ses 2 tentatives précédentes pour planifier une réunion parents-enseignants. Avec un soupir, elle recommença à taper. « Monsieur Bennett, j'espère que ce message vous trouve bien. Je vous contacte à nouveau concernant Liam et Noah, car j'ai remarqué des changements préoccupants dans leur comportement dont j'aimerais discuter avec vous. Je comprends que c'est une période difficile pour votre famille, mais une brève réunion serait très utile. Veuillez me faire savoir quel moment pourrait vous convenir cette semaine. Cordialement, Mélanie Porter. » Elle cliqua sur envoyer sans grand espoir de réponse. Richard Bennett avait été de plus en plus absent des fonctions scolaires depuis le décès de sa femme. Alors qu'il avait autrefois été une figure incontournable des réunions de l'APE et des événements en classe, ses interactions récentes s'étaient limitées à des dépôts et des récupérations hâtifs pendant lesquels l'homme autrefois amical établissait à peine un contact visuel. Mélanie rassembla ses affaires et se dirigea vers le parking, son esprit toujours occupé par les jumeaux et leurs mystérieux amis secrets. Au cours des 7 années qu'elle avait enseigné, d'abord dans les quartiers défavorisés de Boston et maintenant ici, dans la banlieue d'Oakwood Hills, elle avait développé un 6e sens pour détecter quand un enfant était en difficulté. Quelque chose n'allait pas dans la maison des Bennett, et le nœud dans son estomac se serra à la pensée de ces 2 petits garçons solennels portant un fardeau trop lourd pour leurs épaules étroites. Sa Honda argentée était la dernière voiture sur le parking du personnel. Alors qu'elle déverrouillait la portière, un mouvement près de l'entrée de l'école attira son attention. Les jumeaux Bennett se tenaient main dans la main à côté du SUV noir de leur père, leur sac à dos bleu marine assorti bombé. Richard Bennett avait son téléphone collé à l'oreille, son expression distante alors qu'il faisait monter les garçons dans le véhicule. Même à cette distance, Mélanie pouvait voir le contraste saisissant entre l'homme devant elle et le père engagé qu'elle avait rencontré au début de l'année scolaire. Ses vêtements étaient froissés, sa barbe négligée, des cernes sombres proéminents sous ses yeux. Le deuil faisait des choses étranges aux gens, Mélanie le savait. Certains se jetaient dans les routines avec ferveur, d'autres se repliaient complètement. Pourtant, alors qu'elle regardait le SUV s'éloigner, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus dans l'histoire qu'une famille luttant contre la perte. Le lendemain matin apporta des pluies torrentielles et une salle de classe pleine d'enfants de maternelle énergiques coincés à l'intérieur pour la récréation. Mélanie venait de terminer l'orchestration d'un spectacle de marionnettes impromptu lorsqu'elle remarqua Liam debout seul près des casiers, examinant subrepticement le contenu des boîtes à lunch des autres enfants. Liam, appela-t-elle doucement, s'approchant de lui à pas mesurés pour éviter de le surprendre. « Tu cherches quelque chose, mon cœur ?» Le petit garçon sursauta, coupable, ses mains s'écartant brusquement de la boîte à lunch Care Bears de Penny Williams. Je regardais juste, balbutia-t-il, ses joues normalement pâles rougies. « As-tu oublié ton déjeuner aujourd'hui ?» demanda Mélanie, notant qu'aucun des jumeaux n'avait déballé de boîte à lunch ce matin-là. Liam secoua la tête, les yeux fixés sur ses baskets lumineuses. Papa a dit qu'il l'apporterait plus tard, il était en retard. Une autre pièce du puzzle comportemental se mit en place. Ce n'est pas grave, l'assura Mélanie. J'ai des collations supplémentaires dans mon bureau pour des jours comme celui-ci. Trouvons quelque chose pour toi et Noah en attendant que ton père vienne, d'accord. Le soulagement submergea le visage du garçon, rapidement suivi d'un froncement de sourcils. Est-ce que je peux en avoir en plus pour plus tard ? La demande, prononcée dans un quasi-murmure, envoya une autre vague d'inquiétude à travers Mélanie. Elle conduisit Liam à son bureau et ouvrit le tiroir où elle gardait des barres granola et des coupes de fruits d'urgence. « Bien sûr que tu peux, mon petit. Prends tout ce dont toi et Noah avaient besoin. » Les petites mains du garçon planèrent incertainement au-dessus des offrandes avant de sélectionner 2 barres granola et une coupe de fruits. Il hésita, puis ajouta une autre coupe de fruits, serrant les articles contre sa poitrine comme s'il craignait qu'on ne les lui reprenne. « Merci, Madame Porter, » murmura-t-il, la gratitude sincère dans sa voix faisant tordre douloureusement le cœur de Mélanie. « Liam, dit-elle doucement, s'accroupissant pour rencontrer ses yeux. Si jamais tu as faim, ou si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours me le dire.
C'est pour ça que je suis là, d'accord? Il hocha solennellement la tête avant de se précipiter pour rejoindre son frère, qui avait observé l'interaction avec des yeux anxieux depuis l'autre bout de la pièce. Mélanie observa Liam montrer son trésor à Noah, les têtes des jumeaux penchées ensemble dans leur pose caractéristique alors qu'ils chuchotaient avec urgence. Richard Bennett n'arriva jamais avec les déjeuners promis. À l'heure de la sortie, Mélanie prit une décision. Elle rangea rapidement ses affaires et se dirigea vers sa voiture, la positionnant de manière à pouvoir observer la zone de ramassage des parents sans être évidente. Elle regarda Richard arriver, 15 minutes en retard, reconnaissant à peine ses fils alors qu'ils montaient sur la banquette arrière. Le SUV s'éloigna, après un moment d'hésitation, Mélanie suivit à une distance discrète. Elle savait que ce qu'elle faisait franchissait les limites professionnelles. Elle connaissait les canaux appropriés, documenter ses préoccupations, consulter le conseiller scolaire, potentiellement contacter les services sociaux. Mais quelque chose dans le comportement des jumeaux, leurs chuchotements furtifs et leurs yeux effrayés, la poussait à agir maintenant plutôt qu'à attendre que les rouages bureaucratiques tournent. Le SUV des Bennett serpenta à travers les rues bordées d'arbres d'Oakwood Hills avant de s'arrêter dans une station-service. Richard sortit, se dirigeant seul vers le magasin de proximité tout en laissant le moteur tourner. À travers la vitre arrière de la voiture, Mélanie pouvait voir les jumeaux engagés dans une conversation animée, leurs petites mains gesticulant avec urgence. Après le retour de Richard à son véhicule, ils continuèrent jusqu'à une vaste maison victorienne en retrait de la route, derrière une clôture en fer forgé. Le jardin autrefois impeccable était devenu envahi par les mauvaises herbes, des feuilles recouvraient la pelouse et des haies non taillées empiétaient sur l'allée. Mélanie se gara de l'autre côté de la rue, observant Richard faire entrer les jumeaux avant de vérifier sa montre et de se hâter de retourner à sa voiture. En quelques minutes, il était parti, laissant les garçons seuls. Mélanie resta figée, incertaine de ce qu'il fallait faire ensuite. Elle avait confirmé que les jumeaux étaient laissés sans surveillance, ce qui était préoccupant, mais pas nécessairement inhabituel pour un parent célibataire qui travaille sans option de garde d'enfants adéquate. Elle était sur le point de démarrer sa voiture lorsqu'un mouvement sur le côté de la maison attira son attention. Liam et Noah étaient sortis par la porte d'entrée, portant toujours leur sac à dos. Au lieu de jouer dans la cour, comme elle aurait pu s'y attendre, ils se déplaçaient avec détermination vers l'arrière de la propriété, jetant constamment des coups d'œil par-dessus leurs épaules comme s'ils craignaient d'être observés. Le cœur battant, Mélanie sortit de sa voiture et traversa la rue, restant à l'abri des chênes matures qui bordaient le trottoir. Elle atteignit le bord de la propriété des Bennett juste à temps pour voir les jumeaux disparaître par un escalier menant à une porte de cave. Pendant plusieurs longues minutes, elle resta indécise, la pluie s'infiltrant à travers son cardigan, incertaine de la marche à suivre. Suivre les enfants ressemblait à une violation de la vie privée, mais partir sans comprendre ce qui se passait semblait impossible. La décision fut prise pour elle lorsqu'elle entendit un cri, faible mais distinct, émanant de quelque part sous la maison. Se déplaçant aussi silencieusement que possible, Mélanie contourna le périmètre de la propriété jusqu'à atteindre l'arrière. L'entrée de la cave où les jumeaux avaient disparu était maintenant fermée. À proximité, partiellement obscurcie par des rhododendrons envahissants, se trouvait une fenêtre au niveau du sol. Mélanie s'accroupit à côté, balayant les feuilles mouillées pour regarder dans le sous-sol faiblement éclairé. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Le sous-sol était en grande partie non fini, avec des sols en béton et des poutres apparentes. Dans un coin, cependant, un espace avait été dégagé et meublé d'un matelas en lambeaux, d'une couverture effilochée et d'une petite pile de livres pour enfants. Assis en tailleur sur le matelas se trouvait un garçon, plus âgé que les jumeaux mais encore jeune, peut-être 7 ou 8 ans, avec des cheveux bruns emmêlés et un visage émacié. Il portait un pyjama qui flottait sur sa silhouette mince et serrait un ours en peluche usé contre sa poitrine. Les jumeaux étaient assis devant lui, leur sac à dos ouvert alors qu'ils présentaient solennellement leurs offrandes, les barres granola et les coupes de fruits du bureau de Mélanie, ainsi que des demi-sandwichs et des briques de jus du déjeuner de la veille. « On en a eu en plus aujourd'hui, » disait Noah, sa voix audible à travers la fine vitre. « Madame Porter nous l'a donné. » Le garçon étrange accepta la nourriture avec des mains tremblantes, ses yeux dardant nerveusement vers le plafond. « Ton père t'a vu » chuchota-t-il, la peur dans sa voix indubitable. Liam secoua la tête. Il est reparti travailler. Il ne reviendra pas avant après le dîner. Tu dois être plus prudent, insista le garçon, déballant déjà une barre granola et prenant une bouchée désespérée. On est super discret, l'assura Noah. Personne ne connaît notre ami secret. Les mots suivants du garçon figèrent Mélanie sur place.
Je veux rentrer chez moi. Ma maman et mon papa me manquent. Papa dit que tu ne peux pas, répondit Liam, son petit visage troublé. Il dit que de mauvaises personnes te trouveront si tu quittes l'endroit sûr. Ton père est la mauvaise personne, dit le garçon, sa voix se brisant. Il m'a enlevé à mes parents. Il me cherche probablement partout. La lèvre inférieure de Noah trembla. Mais papa dit que tes parents ne voulaient plus de toi. C'est pourquoi tu es notre nouveau frère maintenant. Le garçon secoua la tête avec véhémence. Ce n'est pas vrai. J'étais au parc avec ma mère. Ton père m'a attrapé quand elle ne regardait pas et m'a mis dans sa voiture. Sa voix tomba à un murmure effrayé. Il a dit que si je criais ou si j'essayais de m'enfuir, il ferait du mal à mes parents. Mélanie recula en titubant, sa main plaquée sur sa bouche pour étouffer son halètement. Son esprit s'emballa pour traiter ce dont elle était témoin. Un enfant kidnappé, caché dans le sous-sol des Bennett, avec 2 enfants de 5 ans involontairement complices pour le garder captif. Elle se recula à l'abri d'un grand chêne, cherchant son téléphone avec des mains tremblantes. Il lui fallut 3 tentatives pour composer avec succès le 911, ses doigts engourdis par le froid et le choc. 911, quelle est votre urgence? La voix calme de l'opérateur semblait surréaliste face à l'horreur qui se déroulait devant elle. Je m'appelle Mélanie Porter, réussit-elle à dire, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je suis enseignante de maternelle à l'école primaire Oakwood. Elle déglutit difficilement. J'ai découvert un enfant kidnappé dans le sous-sol de la maison d'un de mes élèves. Les mots semblaient incroyables même alors qu'elle les prononçait. Pouvez-vous vérifier votre emplacement, madame? 78 Hawthorne Drive à Oakwood Hills, répondit Mélanie, se rappelant l'adresse des dossiers scolaires. C'est la résidence Bennett. Richard Bennett vit ici avec ses fils jumeaux, mais il y a un autre garçon enfermé dans le sous-sol. Il semble avoir 7 ou 8 ans, est mal nourri, et il vient de dire qu'il a été enlevé dans un parc alors qu'il était avec sa mère. Êtes-vous en danger immédiat, madame Porter? L'un des enfants est-il en danger immédiat? Mélanie jeta un coup d'œil autour de l'arbre, confirmant que la maison restait calme. Non, le père est parti travailler. Les garçons jumeaux sont au sous-sol avec l'autre enfant. Ils lui ont apporté de la nourriture en cachette. Des agents sont dépêchés à votre emplacement, l'assura l'opérateur. Veuillez rester où vous êtes jusqu'à leur arrivée. Pouvez-vous continuer à observer la situation en toute sécurité sans être détecté? Oui, je pense, répondit Mélanie, bien que son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne la trahisse. Pouvez-vous décrire l'enfant kidnappé? Mélanie ferma les yeux, convoquant l'image du garçon sur le matelas. Homme blanc, probablement 7 ou 8 ans, cheveux bruns, très minces, portant un pyjama bleu. Il a un ours en peluche avec lui. Il a dit les 10 minutes suivantes semblèrent une éternité alors que Mélanie maintenait sa position, alternant entre l'observation de la fenêtre du sous-sol et le balayage de la rue à la recherche de la police approchante. Lorsque 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent enfin, gyrophares allumés mais sirènes silencieuses, elle sortit de sa cachette sur des jambes qui menaçaient de céder sous elle. Les événements qui suivirent semblèrent se dérouler au ralenti, des agents sécurisant le périmètre de la maison, Mélanie expliquant ce dont elle avait été témoin, sa voix d'enseignante étonnamment stable malgré son agitation intérieure, le moment où les agents enfoncèrent la porte de la cave, émergeant quelques minutes plus tard avec 3 petites silhouettes, les jumeaux s'accrochant l'un à l'autre, terrifiés. Le garçon inconnu clignant des yeux à la lumière du jour comme s'il n'avait pas vu le soleil depuis des mois. D'autres voitures de police arrivèrent, suivies d'une ambulance. Mélanie se retrouva assise à l'arrière d'une voiture de patrouille avec une couverture de survie enroulée autour de ses épaules, regardant les ambulanciers examiner le garçon secouru. À proximité, une policière s'agenouilla devant les jumeaux, leur parlant avec une douce fermeté. Madame Porter, un détective aux cheveux poivre et sel et aux yeux bienveillants s'approcha, carnet en main. Je suis le détective Morgan. Nous aurons besoin d'une déclaration complète de votre part, mais d'abord, je voulais vous faire savoir que le nom du garçon est Christopher Reynolds. Il a été enlevé à Fairfield il y a 6 mois. Ses parents ont été prévenus et sont en route. Le nom frappa une corde lointaine dans la mémoire de Mélanie, une nouvelle qu'elle avait fait défiler, l'un des nombreux rapports d'enfants disparus qui clignotaient quotidiennement sur les écrans, tragiques mais éloignés de son monde immédiat jusqu'à maintenant. Les jumeaux, dit-elle, sa voix brisée. Liam et Noah. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils pensaient qu'ils aidaient. Le détective Morgan hocha sombrement la tête. D'après ce que nous pouvons comprendre, leur père les a convaincus que le garçon devait être caché des mauvaises personnes.
Il croyait qu'il le protégeait. Il secoua la tête, le geste exprimant ce que les mots ne pouvaient pas, la manipulation incompréhensible d'esprits innocents. Une agitation au périmètre policier attira leur attention. Richard Bennett était revenu, son visage un masque d'incrédulité alors que les agents encerclaient son véhicule, armes dégainées, lui ordonnant de sortir les mains visibles. « Le connaissiez-vous bien » demanda le détective Morgan alors qu'il regardait Richard être menotté, ses protestations audibles même de loin. Mélanie secoua lentement la tête. « Pas vraiment. Il participait aux activités scolaires avant que sa femme ne meure d'un cancer plus tôt cette année. Après, il s'est retiré. J'ai essayé de le contacter pour discuter des changements dans le comportement des jumeaux, mais... » Elle s'interrompit, l'énormité de ce qu'elle n'avait pas réussi à voir l'accablant. « Ce n'est pas de votre faute, » dit fermement le détective, lisant son expression. Bennett a fait des efforts extraordinaires pour maintenir une apparence normale. Les garçons allaient toujours à l'école, recevaient toujours des soins médicaux. Sur le papier, rien n'aurait déclenché de sérieuses inquiétudes. Mais Mélanie ne pouvait se défaire de la culpabilité qui lui serrait le cœur comme un étau. Elle aurait dû insister davantage, agir plus tôt, reconnaître les signes pour ce qu'ils étaient. Alors qu'elle regardait Richard Bennett être placé dans une voiture de police, son visage maintenant déformé par la rage, elle pensa aux jumeaux, à la façon dont ils devraient réconcilier la trahison de leur père, comment ils devraient reconstruire leur compréhension du bien et du mal. Et elle pensa à Christopher Reynolds, qui avait enduré 6 mois de captivité, soutenu en partie par les petites gentillesses de 2 enfants de 5 ans qui ne comprenaient pas la vraie nature du jeu que leur père les avait forcés à jouer. Les feuilles d'érable continuaient de dériver autour d'eux, belles et inconscientes de l'obscurité qui avait couvé derrière la façade soignée du 78 Hawthorne Drive. Une obscurité que Mélanie Porter avait entrevue à travers une fenêtre de sous-sol un après-midi pluvieux d'automne, changeant à jamais la vie de 3 petits garçons et la sienne. 3 jours après la découverte à la maison Bennett, Mélanie était assise dans une salle de conférence stérile au poste de police d'Oakwood Hills, une tasse en mousse de café tiède serrée entre ses mains. Le tic-tac de l'horloge murale semblait anormalement fort alors que le détective Morgan examinait sa déclaration pour la 3e fois. « Et vous n'aviez aucune indication préalable que Richard Bennett puisse être capable de quelque chose comme ça ?» demanda-t-il, son visage buriné ne révélant rien. Mélanie secoua la tête, le mouvement semblant mécanique après tant de répétitions. Rien au-delà des changements que j'ai remarqués dans le comportement des jumeaux. Ils se repliaient, semblaient fatigués, ont commencé à mettre de la nourriture de côté. Elle marqua une pause, la culpabilité qui était devenue sa compagne constante ressurgissant. J'aurais dû insister davantage quand il a annulé nos réunions. J'aurais dit. Madame Porter, l'interrompit doucement le détective Morgan. Vous avez suivi votre instinct alors que beaucoup l'auraient ignoré. Sans votre intervention, nous n'aurions peut-être jamais trouvé Christopher Reynolds. Les mots du détective offraient peu de réconfort dans la boucle sans fin de doutes rétrospectifs qui avait consumé les pensées de Mélanie depuis cet après-midi pluvieux. Une question persistait, et si elle avait attendu un autre jour, une autre semaine? Que arrive-t-il à Liam et Noah maintenant? Demanda-t-elle, détournant la conversation de ses propres actions. Morgan soupira, fermant son carnet. Ils sont actuellement en placement d'urgence. Leur tante, la sœur de Claire Bennett, arrive de Seattle demain. En supposant que tout se vérifie, ils seront probablement placés chez elle. Et Christopher? Physiquement, il est mal nourri et montre des signes de carence en vitamines, mais les médecins sont optimistes quant à son rétablissement. Le comportement professionnel de Morgan s'adoucit légèrement. Psychologiquement, ça va être un chemin plus long. Il a été maintenu isolé pendant 6 mois, on lui a dit que ses parents l'avaient abandonné. Les jumeaux étaient son seul contact humain régulier. Mélanie ferma brièvement les yeux, imaginant la chambre solitaire du sous-sol, le petit garçon serrant son ours en peluche, son seul réconfort les visites secrètes de 2 enfants de maternelle qui croyaient jouer à un jeu spécial. « Est-ce que Richard a avoué ?» demanda-t-elle, ouvrant les yeux pour trouver Morgan l'étudiant avec quelque chose comme de la compassion. « Oui et non. Il reconnaît avoir pris le garçon, mais prétend qu'il le sauvait. » Le ton de Morgan indiquait clairement ce qu'il pensait de cette défense. L'oncologue de sa femme a confirmé qu'elle essayait d'avoir un autre enfant avant son diagnostic. Il discutait d'adoption lorsque son cancer a été découvert. Alors, dans son chagrin, il a juste pris l'enfant de quelqu'un d'autre. L'horreur de la chose semblait toujours irréelle pour Mélanie, comme quelque chose sorti d'un thriller psychologique plutôt que des événements se déroulant dans sa communauté tranquille.
Le chagrin peut déformer la réalité de manière profonde, répondit Morgan, son regard distant un instant avant de se recentrer. L'avocat de Bennett poursuivra probablement une défense fondée sur l'aliénation mentale. Quant à savoir si cela réussira, il haussa les épaules, c'est aux tribunaux de décider. Un léger coup interrompit leur conversation. Un jeune officier passa la tête dans la pièce. Détective, la famille Reynolds est ici pour parler à Madame Porter. Le cœur de Mélanie bégaya. Elle ne s'y attendait pas, n'était pas prête à affronter les parents de l'enfant qu'elle avait trouvé, à voir dans leurs yeux soit une gratitude qu'elle ne méritait pas, soit des récriminations pour ne pas avoir agi plus tôt. Je peux leur dire que vous n'êtes pas prête pour des visiteurs, offrit Morgan, lisant son expression. Mélanie redressa les épaules. Non, ça va. Je vais les voir. Le couple qui entra quelques instants plus tard ne ressemblait en rien à la famille polie et souriante des avis de recherche qui avait placardé la région 6 mois plus tôt. Angela Reynolds était une femme menue aux cheveux auburn tirés en une queue de cheval désordonnée, des ombres profondes sous des yeux qui avaient clairement versé trop de larmes. Son mari, Michael, était grand et large d'épaules, mais sa posture parlait d'un homme qui avait été vidé de l'intérieur, sa charpente autrefois robuste portant maintenant un poids invisible. « Madame Porter, dit Angela, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Nous voulions vous remercier en personne. » Mélanie se leva, incertaine, acceptant les mains tendues de la femme. « S'il vous plaît, appelez-moi Mélanie. Et il n'y a pas besoin de remerciements. J'aurais seulement souhaité réaliser plus tôt ce qui se passait. » « Vous avez trouvé notre fils, déclara simplement Michael, sa voix rauque d'émotion. Quand tout le monde avait abandonné. Quand la police était passée à d'autres affaires. Quand les équipes de nouvelles ont cessé de venir. Vous l'avez trouvé. » La gratitude brute dans ces mots serra la gorge de Mélanie. « Comment va Christopher ?» Le sang-froid d'Angela vacilla. « Il est vivant. Il se souvient de nous. » Après le premier jour de choc, il n'arrêtait pas de nous serrer dans ses bras. Sa voix se brisa. Mais il a peur du noir maintenant, peur d'être seul. Il n'arrête pas de demander après les petits garçons qui lui apportaient de la nourriture. Liam et Noah fournit doucement Mélanie. Ils ne comprenaient pas ce que leur père avait fait. Ils pensaient qu'ils aidaient à garder Christopher en sécurité. Michael hocha sombrement la tête. La police a expliqué ? C'est difficile de concilier notre colère face à ce qui s'est passé avec le fait de savoir que 2 enfants faisaient de leur mieux dans une situation impossible. Témoignerez-vous au procès ? Demanda Angela, son regard soudain intense. Sur ce que vous avez vu, ce qui vous a conduit à suivre les jumeaux ce jour-là ? Bien sûr, l'assura Mélanie, bien que la pensée de raconter publiquement les événements lui tordait l'estomac. Tout ce que je peux faire pour aider. La conversation se poursuivit pendant encore 20 minutes, les 3 naviguant dans l'étrange intimité qui naît d'être connectés par la tragédie. Lorsque les Reynolds partirent enfin, promettant de tenir Mélanie au courant des progrès de Christopher, elle resta assise, tentant de traiter la réalité surréaliste qui était devenue sa vie. « Vous êtes en état de rentrer chez vous en voiture ?» demanda le détective Morgan, revenant chercher sa déclaration. Mélanie hocha la tête, rassemblant ses affaires. « Je vais bien, juste en train de traiter. » L'expression de Morgan était entendue. Les affaires impliquant des enfants sont les plus difficiles. Surtout quand il n'y a pas de méchants clairs, juste des gens brisés prenant des décisions terribles. Alors que Mélanie rentrait chez elle en voiture à travers des rues bordées de pelouses manucurées et de décorations d'Halloween de bon goût, elle réfléchit aux mots de Morgan. Richard Bennett n'était pas un monstre de conte de fées. C'était un homme en deuil dont l'esprit s'était fracturé sous le poids de la perte. Les jumeaux n'étaient pas des complices, mais des victimes elles-mêmes, manipulées par le père en qui elles avaient confiance. Même Christopher, malgré tout le traumatisme qu'il avait enduré, avait formé une relation complexe avec les jumeaux, ses ravisseurs et ses sauveurs réunis en un. Les certitudes confortables du monde de Mélanie avaient été bouleversées, révélant la vérité plus désordonnée en dessous, que l'obscurité pouvait exister derrière les façades les plus ordinaires, que de bonnes personnes pouvaient être poussées à des actes terribles, que le salut venait parfois dans les plus petits paquets, de petits garçons apportant secrètement de la nourriture à un prisonnier qu'on leur avait dit de garder secret. La salle de classe semblait étrangement silencieuse sans les jumeaux. Leur casier vide et leur siège vacant au cercle de lecture étaient des rappels constants du bouleversement qui avait déchiré leur jeune vie. Mélanie avait expliqué leur absence à la classe avec une vérité simplifiée. Le papa de Liam et Noah était malade et avait besoin d'aide spéciale, alors ils restaient chez leur tante pour un moment. Les enfants avaient accepté cela avec la résilience des enfants de 5 ans,
posant quelques questions curieuses avant de passer à des préoccupations plus immédiates, comme savoir à qui était le tour avec le hamster de la classe. Mais pour Mélanie, maintenir la normalité exigeait une performance qu'elle n'était pas sûre de pouvoir soutenir. La nouvelle du sauvetage de Christopher Reynolds avait dominé les gros titres locaux pendant des jours. Bien que les autorités aient travaillé pour protéger l'identité des jumeaux en raison de leur âge, le rôle de Mélanie dans la découverte était devenu public. Les parents la regardaient avec un mélange d'admiration et de lassitude lors des dépôts, les collègues interrompaient les conversations lorsqu'elle entrait dans la salle du personnel, et le directeur Grayson lui avait gentiment suggéré de prendre un congé jusqu'à ce que les choses se calment. Mélanie avait refusé. Le travail était la seule chose qui l'empêchait de disparaître dans une spirale sans fin de « et si » et de « j'aurais dû ». Ses élèves avaient besoin de constance, surtout maintenant que les conversations chuchotées des adultes et les bribes de nouvelles avaient créé une atmosphère de malaise qu'eux-mêmes pouvaient sentir. 2 semaines après la découverte, Catherine Bennett, la tante des jumeaux, demanda une réunion. Mélanie la reconnut immédiatement lorsqu'elle arriva après les heures de classe. Elle avait les traits délicats de Claire et les mêmes yeux sérieux que les jumeaux, bien que les siens fussent rougis par des larmes récentes. « Merci de me voir, » dit Catherine alors qu'elle s'installait sur les petites chaises de la table de lecture de Mélanie. « Je sais que ce n'est pas une réunion parents-enseignants formelle, mais je voulais parler des garçons. »« Comment vont-ils » demanda Mélanie, la question qui l'avait hantée depuis qu'elle avait vu Liam et Noah être conduits à la voiture d'une assistante sociale, s'accrochant l'un à l'autre dans une peur perplexe. Le sang-froid de Catherine vacilla momentanément. « C'est compliqué. Physiquement, ils vont bien. Émotionnellement. » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Ils sont confus, effrayés. Noah fait des cauchemars. Liam a presque complètement cessé de parler. « Je suis tellement désolée, » murmura Mélanie, imaginant les garçons joyeux bien que calmes qu'elle avait connus réduits à de tels états. « Voit-il quelqu'un » Un thérapeute spécialisé dans les traumatismes infantiles. 3 fois par semaine, confirma Catherine. La thérapeute dit qu'il souffre d'une forme complexe de manipulation psychologique. Richard les a convaincus qu'ils étaient des héros, protégeant Christopher de mauvaises personnes nébuleuses. Découvrir que leur père était le méchant de l'histoire, ça a brisé leur compréhension du monde. Mélanie hocha la tête, le cœur douloureux. Les enfants de cet âge ont une vision en noir et blanc du bien et du mal. Cette situation est déroutante même pour les adultes à traiter. La thérapeute a suggéré qu'il pourrait être utile pour eux de vous voir, continua Catherine, son regard direct. Vous étiez une figure stable dans leur vie avant tout cela. Et contrairement à tous ceux qu'ils rencontrent maintenant, vous ne les regardez pas avec suspicion ou pitié. La demande prit Mélanie au dépourvu. Bien sûr, je serais heureuse de les voir. Pensez-vous qu'ils voudraient revenir en classe ? Ou peut-être pourrais-je vous rendre visite à la maison d'abord ? Les visites à domicile seraient préférables pour commencer, acquiesça Catherine, le soulagement évident dans sa voix. Leur thérapeute a suggéré que les environnements familiers sont importants en ce moment. Nous restons chez ma sœur, la maison de Richard, jusqu'à ce que des arrangements puissent être faits pour la vendre. Pas idéal, je sais, mais les déménager à nouveau maintenant semblait pire. La pensée des jumeaux vivant toujours dans la maison où Christopher avait été emprisonné fit frissonner Mélanie, mais elle garda une expression neutre. Je comprends. Faites-moi savoir quand serait un bon moment. Alors que Catherine se levait pour partir, elle hésita, puis posa la question que Mélanie redoutait. Soupçonniez-vous quelque chose avant de les suivre ce jour-là ? Y avait-il des signes que nous avons tous manqués ? Le poids de l'accusation potentielle dans la question était indubitable. Il y avait des préoccupations, admit prudemment Mélanie. Les jumeaux se repliaient, semblaient épuisés, ont commencé à cacher de la nourriture. J'ai essayé de contacter Richard plusieurs fois, mais il annulait les réunions, ne retournait pas les appels. Je m'inquiétais d'une négligence potentielle, pas ? Elle ne put terminer la phrase. Catherine hocha la tête, son expression illisible. Claire disait toujours que Richard était le père parfait. Après qu'elle soit tombée malade, il semblait déterminé à lui prouver qu'elle avait raison. Aucun de nous n'a vu cela venir. Elle enfila son manteau avec des mouvements saccadés. La police a trouvé des journaux dans son bureau. Des pages et des pages sur la façon dont il complétait notre famille comme Claire le voulait, comment les 3 garçons grandiraient comme des frères. Sa voix se durcit. Il en parlait comme si c'était un beau cadeau qu'il faisait à ma sœur depuis l'au-delà. Pas un kidnapping. Mélanie resta silencieuse, comprenant que Catherine ne cherchait pas tant une réponse qu'un témoin de sa douleur,
du double fardeau de soutenir ses neveux traumatisés tout en traitant son propre choc et son chagrin. Je vous appellerai pour fixer une heure, dit finalement Catherine, se reprenant avec un effort visible. Merci encore, Madame Porter. Après le départ de Catherine, Mélanie resta seule dans sa salle de classe, entourée de tableaux alphabétiques et de peintures au doigt, preuve du monde ordonné et stimulant qu'elle essayait de créer pour ses élèves. Comme cet ordre pouvait être facilement perturbé, pensa-t-elle, comme les frontières entre sécurité et danger, santé mentale et folie, amour et obsession étaient fragiles. La maison Bennett avait l'air différente en plein jour qu'elle ne l'avait été cet après-midi pluvieux où Mélanie avait fait sa découverte. Le ruban de police avait disparu, la pelouse envahie avait été tondue et des chrysanthèmes joyeux avaient été plantés dans les plates-bandes avant. Une tentative de Catherine, supposa Mélanie, pour normaliser un environnement qui serait à jamais associé à l'obscurité. Elle hésita sur le perron, la main levée pour frapper, lorsque la porte s'ouvrit pour révéler Noah. Le petit garçon la regarda avec des yeux solennels qui semblaient appartenir à quelqu'un de beaucoup plus âgé. « Madame Porter, dit-il, sa voix petite mais stable. Tante Cathy a dit que vous veniez. » Mélanie s'accroupit à son niveau, offrant un sourire chaleureux qui dissimulait son choc de voir à quel point il avait maigri en seulement 3 semaines. « Bonjour Noah. Tu m'as manqué à l'école. Puis-je entrer ?» Il hocha la tête, reculant pour lui permettre d'entrer. L'intérieur de la maison était impeccable, sans aucune preuve visible de la tragédie qui s'y était déroulée. Des photos de famille bordaient les murs, le visage souriant de Claire Bennett bien en évidence, sa ressemblance avec les jumeaux frappante. De Richard, il n'y avait aucune trace. Les photos qu'il avait autrefois inclus avaient été retirées, laissant des vides visibles dans les présentations. Liam est dans la salle de jeu, l'informa Noah, lui prenant la main avec la confiance désinvolte de l'enfance. Il ne parle plus beaucoup. Ce n'est pas grave, l'assura Mélanie alors qu'il la conduisait dans un couloir. Parfois, après que des choses effrayantes se soient produites, les gens ont besoin de temps avant d'être prêts à parler à nouveau. La salle de jeu était un grand espace ensoleillé rempli de livres, de jouets et d'une table à taille d'enfant où Liam était assis, dessinant avec une concentration intense. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elles entrèrent, son crayon se déplaçant en traits prudents et délibérés sur le papier. « Regarde qui est là, Liam, » annonça Noah, serrant la main de Mélanie. « C'est Madame Porter. » La tête de Liam se releva brusquement, ses yeux s'écarquillant alors qu'il se fixait sur Mélanie. Pendant un instant, elle craignit qu'il ne pleure ou ne se retire, mais au lieu de cela, il posa soigneusement son crayon et se leva de la table, s'approchant d'elle à pas mesurés. Sans un mot, il enroula ses bras autour de sa taille, pressant son visage contre son pull. Mélanie lui rendit son étreinte doucement, rencontrant les yeux de Catherine par-dessus la tête du garçon alors qu'elle apparaissait dans l'embrasure de la porte. L'échange silencieux en disait long. Le soulagement que Liam réponde, l'inquiétude face à son silence continu, l'inquiétude partagée pour ce qui les attendait. « Je suis si heureuse de vous voir tous les deux, » dit Mélanie alors que Liam la relâchait enfin. « Je vous ai apporté quelque chose. » Elle fouilla dans son sac fourre-tout et en sortit 2 dragons en peluche identiques. Un bleu, un vert. « J'ai pensé que vous aimeriez ça. Parfois, quand on a de gros sentiments difficiles à exprimer, ça aide d'avoir un ami spécial à serrer. » Noah accepta le dragon vert avec un petit sourire, tandis que Liam serrait le bleu contre sa poitrine, ses yeux exprimant la gratitude que sa voix ne voulait pas exprimer. « Voudrais-tu me montrer ce que tu as dessiné, Liam ?» demanda Mélanie, le suivant jusqu'à la table. Le dessin représentait 3 bonshommes allumettes se tenant par la main, 2 petits de chaque côté d'un plus grand. Au-dessus, Liam avait soigneusement imprimé « Aime ma famille » en lettres capitales bancales. « Est-ce toi et Noah avec votre tante Catherine ?» demanda doucement Mélanie. Liam secoua la tête, prenant un crayon pour ajouter une autre figure au dessin, une femme avec un visage souriant et des cheveux jaunes. « C'est notre maman au paradis », expliqua Noah, s'appuyant contre le côté de Mélanie. « Et ça, c'est nous avec Christopher. C'est notre ami. » La révélation surprit Mélanie. La figure plus grande entre les jumeaux n'était pas un adulte, mais le garçon qu'ils avaient secrètement nourri, le captif qu'ils avaient involontairement aidé à garder. « Christopher est votre ami ?» répéta-t-elle prudemment. Noah hocha la tête, son expression sérieuse. « On s'est occupé de lui quand papa a dit qu'il devait être en sécurité. Christopher nous racontait des histoires et nous a appris à jouer aux échecs avec les pièces en papier que nous avions fabriquées. » Son visage s'assombrit. Mais papa mentait. Christopher n'avait pas besoin d'être caché. Papa l'a volé à sa vraie maman et à son vrai papa.
La manière directe dont Noah énonça cette terrible vérité brisa le cœur de Mélanie. Ça a dû être très déroutant à apprendre, dit-elle, luttant pour trouver des mots appropriés pour un enfant de 5 ans aux prises avec un traumatisme aussi complexe. Dr Becky dit que le cerveau de notre papa est tombé très malade après la mort de maman, continua Noah, faisant référence à leur thérapeute. Il a fait une très mauvaise chose, mais ce n'était pas de notre faute. On ne savait pas. Liam était retourné à son dessin, ajoutant un visage triste au bonhomme allumette de Christopher. Le commentaire silencieux en disait long sur sa compréhension de la situation. Catherine apparut avec un plateau de biscuits et de jus de pomme, ses mouvements délibérément désinvoltes, bien que ses yeux restassent vigilants. « Pourquoi ne montrez-vous pas à Madame Porter vos nouveaux livres » suggéra-t-elle au jumeau. « Ceux que Dr Becky vous a donnés sur les différents types de familles. » L'après-midi se déroula dans un mélange surréaliste de normalité et de chagrin sous-jacent. Les jumeaux montrèrent à Mélanie leurs jouets et leurs livres, offrant occasionnellement des aperçus de leurs séances de thérapie à travers des commentaires comme Dr Becky dit que c'est normal d'être en colère ou nous apprenons sur les adultes de confiance à qui nous pouvons parler. Noah parlait le plus, tandis que Liam communiquait par des hochements de tête, des gestes et des dessins, un système que les frères avaient clairement développé pour s'adapter au mutisme sélectif de Liam. Tout au long de la visite, Mélanie maintint son sang-froid d'enseignante, répondant avec la chaleur et l'encouragement appropriés, mais sous la surface, chaque interaction était un rappel de l'innocence brisée, de l'enfance déformée par des actions d'adultes dépassant la compréhension des jumeaux. Alors qu'elle se préparait à partir, Catherine la raccompagna à la porte pendant que les garçons restaient dans la salle de jeu. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. C'est le plus animé que je les ai vus depuis, depuis que tout est arrivé. Ils sont remarquablement résilients, répondit Mélanie, bien que les mots semblassent inadéquats pour la tâche monumentale qui attendait ses enfants, reconstruire leur compréhension de la famille, de la sécurité et de la confiance après que ces fondations aient été complètement détruites. Les yeux de Catherine s'emplirent de larmes qu'elle luttait clairement pour contenir. La thérapeute dit que les enfants peuvent se remettre de presque n'importe quoi avec un soutien approprié. Mais parfois, je les regarde et je me demande ce que cela leur fera à long terme. Comment avancer quand votre père est ? Elle ne put terminer la phrase. Un jour à la fois, offrit Mélanie, la platitude tombant à court, mais c'était tout ce qu'elle avait. Et ils vous ont. Cette stabilité est cruciale. Il y a autre chose que je voulais vous dire, dit Catherine, baissant encore la voix. Les parents de Christopher m'ont contacté. Ils veulent que les garçons rencontrent Christopher, dans un cadre thérapeutique, avec des conseils professionnels. Ils pensent que cela pourrait aider les 3 enfants à traiter ce qui s'est passé. Le souffle de Mélanie se coupa. Pensez-vous que ce soit sage ? Je ne sais pas, admit Catherine. La thérapeute pense que cela pourrait être bénéfique, étant donné le lien inhabituel qui s'est formé. Les jumeaux demandent encore quotidiennement des nouvelles de Christopher, et selon ses parents, ils demandent aussi des nouvelles des petits garçons. Elle soupira lourdement. D'une manière tordue, ils étaient la bouée de sauvetage l'un de l'autre pendant cette période affreuse. Christopher n'était pas complètement seul grâce à Liam et Noah. Et les jumeaux, bien que manipulés, sentaient qu'ils faisaient quelque chose de bien en l'aidant. La complexité de la situation était stupéfiante. 3 enfants, dont aucun n'avait plus de 7 ans, naviguant dans un lien traumatique forgé dans les circonstances les plus inimaginables. Quand cette rencontre aurait-elle lieu ? Demanda Mélanie. La semaine prochaine, si j'accepte. Catherine passa une main dans ses cheveux, un geste d'incertitude. Je voulais votre avis, en tant que personne qui connaît les garçons dans un contexte différent. Vous êtes une éducatrice, vous comprenez le développement de l'enfant. Le poids d'être sollicité pour donner son avis sur une décision aussi capitale ne fut pas perdu pour Mélanie. Je pense, commença-t-elle prudemment, que les enfants sont souvent plus capables de traiter des vérités difficiles que nous ne leur en donnons crédit. Surtout avec un soutien approprié. Cette rencontre pourrait donner aux 3 garçons une chance de recadrer leur relation dans un contexte sain, sous la direction de personnes qui se soucient d'eux. Catherine hocha la tête, semblant puiser de la force dans la perspective de Mélanie. C'est ce que je pensais aussi. J'appellerai les Reynolds ce soir. Alors que Mélanie s'éloignait de la maison Bennett, le soleil d'automne projetant de longues ombres sur la rue, elle se retrouva à réfléchir aux complexités cachées qui existaient sous la surface des vies les plus ordinaires en apparence. Il y a 3 semaines, elle était une enseignante de maternelle inquiète pour 2 garçons calmes qui semblaient fatigués et affamés. Maintenant,
Elle était empêtrée dans une histoire de deuil, de folie, d'enlèvement et de la remarquable résilience d'enfants forcés de donner un sens à un monde adulte devenu horriblement détraqué. Le dessin des jumeaux lui resta en mémoire, 3 bonshommes allumettes se tenant par la main, une famille de leur propre création au milieu du chaos. Malgré tout, Liam et Noah avaient formé un lien authentique avec le garçon que leur père avait emprisonné. Ils avaient fait preuve de gentillesse alors qu'ils n'avaient presque rien d'autre à donner, apportant secrètement de la nourriture et de la compagnie à un enfant qu'ils croyaient avoir besoin de leur aide. Dans les circonstances les plus improbables, l'humanité avait persisté. Et peut-être que cela, pensa Mélanie, était la lueur d'espoir dans ce récit autrement sombre. Le rappel que la compassion pouvait émerger dans les endroits les plus inattendus, des personnes les plus inattendues, même de 2 petits garçons pris dans un cauchemar qui n'était pas de leur fait. La salle de conférence du Centre de défense des enfants avait été soigneusement conçue pour être accueillante. Éclairage doux, mobilier confortable, murs peints dans des bleus et verts apaisants, œuvres d'art adaptées aux enfants accrochées à hauteur des yeux pour les jeunes clients qui venaient ici raconter leurs histoires, chercher la guérison. Dans de rares cas comme celui-ci, affronter les conséquences complexes d'un traumatisme dans un environnement contrôlé et favorable. Mélanie était assise dans un coin, présente à la demande de Catherine comme un visage familier pour les jumeaux, mais chargée de rester une observatrice silencieuse. De l'autre côté de la pièce, la famille Reynolds attendait, Angela perchée anxieusement sur le bord d'un canapé, Michael debout protecteur derrière elle, Christopher entre eux, serrant son ours en peluche désormais familier. Le garçon avait l'air nettement différent de celui que Mélanie avait entrevu par la fenêtre du sous-sol 3 semaines plus tôt. Ses cheveux étaient soigneusement coupés, ses vêtements neufs, son visage moins émacié, mais ses yeux portaient toujours une lassitude dépassant son âge, dardant constamment vers la porte comme s'il évaluait les issues de secours. Dr Rebecca Shen ou Dr Becky pour ses jeunes clients, orchestra la délicate réunion avec l'autorité calme de quelqu'un habitué à naviguer dans les champs de mines émotionnelles. Christopher, dit-elle doucement, souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Liam et Noah viennent aujourd'hui parce que vous avez tous partagé une expérience difficile. Ils ne savaient pas que ce que faisait leur père était mal. Ils pensaient qu'il t'aidait. Christopher hocha solennellement la tête, sa prise sur l'ours en peluche se resserrant. Ils m'ont apporté de la nourriture, dit-il, sa voix petite mais claire. Et des livres. Et ils ont fabriqué un jeu d'échecs en papier pour qu'on puisse jouer. C'est exact, affirma Dr Shen. Et aujourd'hui, il s'agit de comprendre que ce qui s'est passé n'était pas de leur faute, tout comme ce n'était pas de ta faute. Un léger coup à la porte annonça l'arrivée des jumeaux. Ils entrèrent en se tenant la main, la présence rassurante de Catherine derrière eux. Les yeux de Noah trouvèrent immédiatement Christopher, s'écarquillant de reconnaissance. Liam, toujours silencieux, se serra contre le côté de son frère, le dragon bleu que Mélanie lui avait donné serré dans sa main libre. Pendant un long moment, personne ne parla. Les adultes regardaient, le souffle coupé, tandis que 3 enfants traumatisés se considéraient à travers un fossé bien plus grand que les quelques mètres de moquette entre eux. Ce fut Christopher qui brisa le silence. « Tu t'es fait couper les cheveux, dit-il à Noah. » L'observation ordinaire, d'une manière ou d'une autre, parfaite dans sa simplicité. Noah hocha la tête. « Tante Cathy nous a emmenés dans un endroit spécial où il te donne une sucette après. » « J'ai eu une sucette chez le docteur, répondit Christopher, faisant un pas hésitant en avant. C'était à la cerise. Je préfère les bleus, dit Noah, imitant le pas. Liam resta figé sur place, ses yeux fixés sur Christopher avec une intensité qui en disait long. Lentement, délibérément, il lâcha la main de son frère et plongea la main dans sa poche, en retirant un objet en papier plié. Il le tendit à Christopher. Dr Shen hocha la tête encourageante, et Christopher s'avança pour accepter l'offrande. « C'est un cavalier d'échecs, dit-il, dépliant soigneusement la pièce d'origami. Tu te souvenais comment les faire ?» Liam hocha la tête, la moindre trace d'un sourire touchant ses lèvres. « Aimeriez-vous vous asseoir ensemble à la table d'activité, tous les 3 ?» suggéra Dr Shen, désignant une table à taille d'enfant garnie de papier, de crayons et de jeux simples. Les enfants se dirigèrent vers elle avec la gravité naturelle qui existe parfois entre jeunes pères ayant partagé des expériences significatives. Alors qu'ils s'installaient à la table, Christopher entre les jumeaux, les adultes expirèrent un souffle collectif. « Ça se passe mieux que ce que j'espérais, » murmura Angela, sa main trouvant celle de son mari. Catherine hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Liam n'a répondu à personne comme ça depuis que c'est arrivé. Le reste de la séance se déroula sous la direction attentive de Dr Shen,
qui facilita des discussions adaptées à l'âge sur les expériences partagées des enfants, soulignant à plusieurs reprises qu'aucun d'eux n'était responsable des actes de Richard Bennett. Les objectifs thérapeutiques étaient modestes pour cette première réunion. Établir que les 3 garçons étaient en sécurité maintenant, renforcer le fait que les adultes travaillaient pour les aider à guérir, et valider les liens authentiques qu'ils avaient formés malgré les terribles circonstances. Alors que la séance touchait à sa fin, Christopher surprit tout le monde en s'adressant directement à Liam. « Jouer aux échecs avec toi me manque, dit-il tranquillement. Tu es le seul enfant que je connaisse qui joue. » Liam le fixa longuement avant de prendre un crayon et une feuille de papier. Avec une précision minutieuse, il dessina un simple motif d'échiquier et écrivit en haut « On peut rejouer un jour ». Christopher lut le message et hocha vigoureusement la tête. « Ma maman et mon papa ont dit que peut-être on pourrait se voir parfois, si ça vous va. » « On aimerait ça, » répondit Noah, cherchant la confirmation de sa tante. « N'est-ce pas, tant Cathy ?» Catherine, clairement émue mais maintenant son sang-froid pour le bien des jumeaux, hocha la tête. « Oui, si les parents de Christopher sont d'accord, nous pouvons organiser des visites. » L'échange simple des enfants négociant une amitié au lendemain d'un traumatisme affecta profondément Mélanie. Alors que la réunion se terminait et que les familles commençaient à rassembler leurs affaires, elle se retrouva à cligner des yeux pour retenir ses larmes face à la résilience exposée devant elle. Dr. Chen s'approcha alors que Mélanie se préparait à partir. « Merci d'être venu aujourd'hui. Avoir un adulte familier de leur vie avant le traumatisme est important pour les jumeaux. »« Est-ce qu'ils iront bien ?» demanda Mélanie, exprimant la question qui l'avait hantée depuis ce jour pluvieux à la maison Bennett. « Tous. Je veux dire, est-ce qu'ils s'en remettront ?» La thérapeute considéra la question avec la gravité qu'elle méritait. « Les enfants sont remarquablement adaptables, dit-elle finalement. Avec un soutien constant, une thérapie et des environnements familiaux stables, ils ont toutes les chances de traiter ce traumatisme de manière saine. » Elle jeta un coup d'œil vers les 3 garçons, qui se disaient maintenant au revoir à contre-cœur sous les yeux vigilants de leur famille. Le lien entre eux est inhabituel, mais potentiellement guérisseur. Ils ont partagé une expérience que personne d'autre ne peut entièrement comprendre, même si elle est née de quelque chose de si terrible. Dr. Chen hocha la tête. Parfois, des liens significatifs émergent des circonstances les plus sombres. Les jumeaux ont apporté du réconfort à Christopher quand il n'en avait aucun. Christopher leur a donné un but pendant une période où leur vie familiale était chaotique à cause du deuil. Il y a une base là qui, avec une bonne orientation, pourrait évoluer vers quelque chose de positif. Alors que Mélanie se préparait à partir, Liam s'approcha d'elle, tirant doucement sur sa manche. Quand elle s'agenouilla à son niveau, il la surprit en prononçant les premiers mots qu'elle entendait de lui depuis avant la découverte. « Merci de nous avoir trouvés », murmura-t-il, la simple phrase chargée d'une signification dépassant ses années. Mélanie eut du mal à répondre, l'émotion lui nouant la gorge. « Tu es très courageux, Liam, réussit-elle finalement à dire. « Vous l'êtes tous les deux. » Le garçon secoua la tête, ses yeux solennels rencontrant les siens directement. « On a juste apporté de la nourriture. C'est vous qui avez sauvé Christopher. » Sur cette déclaration profonde, il rejoignit son frère et sa tante, laissant Mélanie momentanément sans voix. À l'extérieur du centre de défense des enfants, l'automne cédait la place au début de l'hiver. Les arbres étaient maintenant presque nus, l'air portait un froid vif qui promettait de la neige avant longtemps. Mélanie se tenait sur les marches, regardant 3 familles distinctes partir. Les Reynolds avec Christopher entre eux, mains jointes, Catherine conduisant les jumeaux vers sa voiture, Noah bavardant avec animation tandis que Liam marchait dans un silence pensif. La scène devant elle représentait à la fois une fin et un commencement. Les poursuites pénales contre Richard Bennett se poursuivraient pendant des mois, peut-être des années. La guérison psychologique pour toutes les personnes impliquées serait un voyage de toute une vie, marqué par des revers et des percées. Mais aujourd'hui, dans un environnement soigneusement contrôlé, 3 petits garçons avaient fait leur premier pas pour récupérer leur récit de la tragédie qui les avait empêtrés. En tant qu'enseignante de maternelle, Mélanie avait toujours cru en la bonté inhérente des enfants, leur capacité à la gentillesse et à l'empathie, même avant qu'ils ne comprennent pleinement ces concepts. Les jumeaux l'avaient démontré de la manière la plus extraordinaire, apportant nourriture et compagnie à un garçon captif, créant de petits moments de connexion humaine dans l'obscurité de la machination de leur père. C'était un rappel, pensa Mélanie alors qu'elle se tournait enfin vers sa propre voiture,
que sous la surface du comportement humain le plus dérangeant, sous les couches de chagrin et de folie qui avaient conduit Richard Bennett à son acte impardonnable, la capacité de compassion demeurait. Parfois dans les réceptacles les plus inattendus, comme deux petits garçons partageant leur déjeuner avec un ami qu'ils croyaient avoir besoin de protection. Cette connaissance n'effacerait pas l'horreur de ce qui s'était passé au 78 Hawthorne Drive. Elle n'absoudrait pas Richard Bennett ni ne guérirait magiquement les blessures infligées à 3 enfants innocents. Mais elle offrait quelque chose d'essentiel pour aller de l'avant, la reconnaissance que même dans nos moments les plus sombres, la meilleure nature de l'humanité peut persister, souvent dans les gestes les plus simples, un sandwich partagé, une pièce d'échec en papier, une histoire chuchotée dans l'ombre d'un sous-sol où une petite lumière parvenait encore à briller. L'hiver s'abattit sur Oakwood Hills avec une férocité inhabituelle. Début décembre, la ville gisait ensevelie sous 45 cm de neige, et il en tombait davantage en nappes régulières et silencieuses qui transformaient le paysage en quelque chose d'un autre monde. Mélanie se tenait à la fenêtre de sa salle de classe, regardant les flocons tourbillonner et danser dans la lueur ambrée des lampadaires, hypnotisée par leurs motifs. 6 semaines s'étaient écoulées depuis la découverte à la maison Bennett. 6 semaines d'interrogatoire de police, d'audiences préliminaires, de couverture médiatique allant du compatissant au sensationnaliste, et du lent et douloureux processus d'aider 20 enfants de maternelle à comprendre pourquoi 2 de leurs camarades de classe n'étaient pas revenus à l'école. Madame Porter ? Mélanie se tourna pour trouver le directeur Grayson debout dans l'embrasure de la porte de sa classe. Sa barbe poivre et sel était maintenant plus sel que poivre, sa chemise habillée normalement impeccable montrait des plis inhabituels. La tension des événements récents avait laissé des traces sur l'ensemble du personnel de l'école, mais particulièrement sur Grayson, qui avait répondu à d'innombrables appels de parents et de journalistes inquiets. « Est-ce que je dérange ?» demanda-t-il, désignant les papiers étalés sur son bureau, des bricolages de Noël inachevés abandonnés lorsque la sortie anticipée avait été annoncée en raison de l'aggravation de la tempête. « Pas du tout », l'assura Mélanie, s'éloignant de la fenêtre. « Juste en train de regarder la neige et de penser. » Grayson hocha la tête, une compréhension passant entre eux sans besoin d'élaboration. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir. »« Le détective Morgan, dit-il. »« C'est important. » Le cœur de Mélanie bégaya. Les mises à jour occasionnelles du détective étaient devenues moins fréquentes à mesure que l'affaire passait de l'actualité brûlante à la machinerie plus lente du système judiciaire. Une visite imprévue ne pouvait signifier que des développements significatifs. « Il est dans mon bureau », ajouta Grayson, son expression ne révélant rien de ce qui aurait pu amener Morgan à l'école pendant une tempête de neige. La marche dans le couloir vide sembla s'étirer à l'infini. Les œuvres d'art des enfants qui apportaient normalement de la joie à Mélanie, flocons de neige en papier et bonshommes de neige en boule de coton, se brouillaient maintenant en un collage insignifiant dans sa vision périphérique. Son esprit s'emballa à travers les possibilités. Richard Bennett avait-il changé son plaidoyer ? De nouvelles preuves avaient-elles émergé ? Ou, le plus troublant, était-il arrivé quelque chose aux jumeaux ? Morgan se leva lorsqu'elle entra dans le bureau du directeur, son visage buriné révélant la même exhaustion qu'elle avait vue reflétée dans son propre miroir de salle de bain ce matin-là. « Madame Porter. Merci de prendre le temps. Je sais que vous essayez probablement de rentrer chez vous avant que les routes ne deviennent impraticables. »« Ce n'est pas un problème, » répondit-elle, prenant le siège que Grayson lui offrait avant de s'excuser discrètement pour leur laisser de l'intimité. « Est-ce que tout va bien ? Est-il arrivé quelque chose avec l'affaire ? » Morgan se rassit dans son fauteuil avec un soupir qui semblait venir de quelque part au fond de lui. « Oui et non. Le procureur de district a conclu un accord de plaidoyer avec l'avocat de Bennett. Il plaidera coupable d'enlèvement et de séquestration en échange d'être interné dans un établissement psychiatrique sécurisé plutôt qu'en prison. Il évite la prison ? » Mélanie ne put retenir l'incrédulité de sa voix. « Pas exactement l'éviter. L'évaluation psychiatrique a conclu qu'il a souffert d'une crise psychotique suite au décès de sa femme. Plusieurs professionnels ont témoigné que son état mental répond aux critères d'une défense fondée sur l'aliénation mentale. » Le ton de Morgan était mesuré, soigneusement neutre. « L'établissement psychiatrique de l'État n'est pas un lieu de villégiature, Madame Porter. C'est une institution sécurisée pour les criminels aliénés. Il y passera probablement des décennies. » Mélanie absorba cette information lentement, incertaine de ce qu'elle devait ressentir. La pensée de Richard Bennett recevant un traitement plutôt qu'une punition suscitait des émotions compliquées, un sentiment de justice bafoué mêlé à la compréhension intellectuelle que ses actions découlaient d'une maladie mentale profonde.
Comment les Reynolds se sentent-ils à ce sujet, demanda-t-elle finalement. Ils ont accepté, à contre-cœur. Angela Reynolds a spécifiquement dit que si cela épargne aux enfants de témoigner à un procès, elle peut accepter le résultat. Morgan se pencha en avant, son expression s'adoucissant. C'est en fait pourquoi je suis ici. Avec l'accord de plaidoyer, il n'y aura pas de procès, ce qui signifie que les enfants ne seront pas soumis à ce traumatisme. Mais, l'assurance des Bennett conteste la couverture de la psychothérapie pour les jumeaux. Le changement brusque de sujet décontenança momentanément Mélanie. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Catherine Bennett fait appel de la décision, arguant que le traumatisme des jumeaux est le résultat direct des actions et de la dépression nerveuse de leur père. La compagnie d'assurance prétend que, puisqu'ils n'ont pas été physiquement blessés, la thérapie intensive recommandée n'est pas médicalement nécessaire. Le dégoût de Morgan face à cette froideur bureaucratique était évident. L'avocat de Catherine pense que votre témoignage sur les changements que vous avez observés dans le comportement des jumeaux avant et après la découverte pourrait être crucial dans l'audience d'appel. Bien sûr, j'aiderai, dit Mélanie sans hésitation. Quand a lieu l'audience? Jeudi prochain, en supposant que le temps s'éclaircisse. J'ai les détails ici. Il lui tendit un dossier contenant des documents juridiques et les coordonnées de l'avocate de Catherine. Il y a autre chose que vous devriez savoir. L'attention des médias a finalement commencé à diminuer, mais la comparution de Richard Bennett au tribunal va probablement raviver l'intérêt. Le tribunal a ordonné que l'identité des jumeaux reste protégée, mais les gens en ville savent déjà, termina Mélanie pour lui. C'était une réalité inévitable dans une communauté de la taille d'Oakwood Hills, où les liens étaient profonds et l'information circulait par des canaux non officiels malgré les meilleurs efforts de discrétion. Morgan hocha sombrement la tête. La famille Reynolds envisage de déménager. Un nouveau départ loin des regards et des chuchotements. Ils ont demandé si les jumeaux pouvaient rendre visite à Christopher une dernière fois avant de prendre une décision. Catherine hésite, craignant d'ouvrir de nouvelles blessures juste au moment où les garçons semblent se stabiliser. Qu'a recommandé leur thérapeute? Dr. Shen pense que cela pourrait être bénéfique, surtout avec l'accord de plaidoyer éliminant la perspective d'un procès. Une clôture, a-t-elle appelé ça? L'expression de Morgan suggérait qu'il n'était pas entièrement convaincu. J'ai pensé que vous pourriez avoir un aperçu, étant donné votre relation avec les jumeaux. Mélanie considéra attentivement la question. La brève visite au centre de défense des enfants avait été à la fois douloureuse et guérissante pour les trois garçons. Liam avait prononcé ses premiers mots depuis des semaines ce jour-là, et Noah avait fréquemment mentionné Christopher par la suite, traitant les émotions complexes par la conversation, comme le font souvent les enfants. Je pense que Dr. Shen a raison, dit-elle finalement. Le lien entre eux trois est unique. Ils ont été les témoins l'un de l'autre pendant une expérience que personne d'autre ne peut entièrement comprendre. Couper ce lien brusquement pourrait laisser trop de questions non résolues, en particulier pour Liam et Noah, qui essaient toujours de réconcilier les actions de leur père avec la personne qu'ils pensaient connaître. Morgan hocha la tête, apparemment satisfait de son évaluation. Je transmettrai cela à Catherine. Il se leva, ramassant son manteau du dossier de la chaise. Merci, Madame Porter. Pour tout ce que vous avez fait pour ces garçons. Pas seulement trouver Christopher, mais soutenir les jumeaux par la suite. Tout le monde n'aurait pas eu la compassion de les voir aussi comme des victimes. Après le départ de Morgan, Mélanie resta dans le bureau de Grayson, regardant la neige s'épaissir. La nouvelle de l'accord de plaidoyer s'installa sur elle comme la neige recouvrant le parking, une couverture qui changeait l'apparence de tout ce qui se trouvait en dessous sans en altérer la nature fondamentale. Richard Bennett serait interné plutôt qu'emprisonné. Les jumeaux seraient épargnés du traumatisme supplémentaire d'un procès mais seraient confrontés à un voyage de toute une vie pour traiter les actions de leur père. Christopher Reynolds pourrait déménager, rompant l'étrange lien qui s'était formé entre trois enfants dans les circonstances les plus inimaginables. Et Mélanie continuerait à naviguer dans les conséquences, équilibrant son rôle d'éducatrice avec la position inattendue qu'elle occupait maintenant dans ce récit tragique, pas tout à fait témoin, pas tout à fait participante, mais liée de manière indélébile à une histoire qui avait à jamais modifié sa compréhension de l'obscurité qui pouvait exister derrière les façades les plus ordinaires. La maison Bennett avait l'air transformée sous sa couverture de neige. Le revêtement blanc vif adoucissait ses angles et obscurcissait le jardin envahi qui avait été l'un des premiers signes que quelque chose n'allait pas.
Des lumières de Noël scintillaient le long des avant-toits, une tentative de Catherine pour normaliser la situation pour le bien des jumeaux, bien que Mélanie soupçonna que les vacances seraient plus subies que célébrées cette année. Elle se gara derrière la Subaru de Catherine, rassemblant les sacs cadeaux qu'elle avait apportés, des livres pour enfants sur les émotions, du papier spécial pour l'origami et des couvertures polaires douces en bleu et vert assorties au dragon qu'elle avait donné aux jumeaux lors de sa première visite. Rien qui puisse être interprété comme des cadeaux de Noël. Catherine avait mentionné que les vacances seraient discrètes étant donné les circonstances. Noah ouvrit la porte, portant des chaussettes dépareillées et un pull orné de dinosaures portant des bonnets de Père Noël. « Madame Porter !» s'exclama-t-il, son visage s'illuminant d'un plaisir sincère. « Avez-vous vu toute la neige qu'il y a ? Tante Cathy dit qu'on peut construire un bonhomme de neige demain si ça s'arrête. »« J'ai vu, » répondit Mélanie, entrant et époussetant les flocons de neige de son manteau. « C'est un temps parfait pour les bons hommes de neige. Où est ton frère ? » ?»« Dans la cuisine avec tante Cathy. On fait des biscuits. » Noah lui prit la main, la conduisant dans le couloir. « Pas des biscuits de Noël, clarifia-t-il, son expression soudain sérieuse. Juste des normaux. Tante Cathy dit qu'on n'est pas obligé de faire Noël cette année si on n'en a pas envie. » La simple déclaration, livrée avec la franchise d'un enfant, en disait long sur la façon dont Catherine abordait la saison des fêtes, permettant aux jumeaux de définir le rythme émotionnel plutôt que d'imposer des traditions qui pourraient sembler creuses au lendemain du traumatisme. La cuisine était chaude et enfarinée, l'odeur de vanille et de cassonade flottant dans l'air. Liam se tenait sur un escabeau au comptoir, découpant soigneusement des formes dans la pâte roulée avec une concentration intense. Il leva les yeux lorsque Mélanie entra, offrant un petit sourire et un signe de la main avec sa main couverte de farine. « Merci d'être venu, surtout par ce temps », la salua Catherine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle avait l'air plus reposée que lors des précédentes visites de Mélanie, le tranchant désespéré de ses premières semaines s'étant adouci en une résilience stable et déterminée. Les garçons attendaient avec impatience de vous voir. « Je leur ai apporté quelques petites choses, » dit Mélanie, posant les sacs cadeaux sur une chaise, bien loin de l'opération de pâtisserie. « Des livres et du matériel artistique. Rien de lié aux fêtes. » Catherine hocha la tête avec appréciation. « Nous faisons profil bas cette année. Dr Chen a suggéré de les laisser prendre les devants sur les traditions qui leur semblent confortables. » Elle baissa la voix, bien que les garçons fussent absorbés par leur découpe de biscuits. Liam n'a toujours pas retrouvé un langage régulier, mais il communique davantage, dessinant, écrivant des notes. Noah fait des cauchemars, mais ils sont moins fréquents. Mélanie regarda Liam transférer soigneusement un biscuit en forme d'étoile sur la plaque de cuisson, ses mouvements délibérés et précis. Le détective Morgan a mentionné l'appel de l'assurance. « Je serai là jeudi pour témoigner. » « Merci, » répondit Catherine, son soulagement évident. Les garçons ont besoin de cette thérapie. Surtout maintenant qu'ils commencent à traiter la réalité de ce qui s'est passé. L'accord de plaidoyer de Richard a tout ramené à la surface. « Leur avez-vous dit ?» Catherine hocha la tête, son expression grave. « Autant qu'ils peuvent comprendre à 5 ans. Que leur papa a fait une très mauvaise chose parce que son cerveau était malade, et que maintenant les docteurs vont l'aider à aller mieux, mais que ça prendra très longtemps. » Comment l'ont-ils pris? Noah avait beaucoup de questions. Est-ce que papa ira mieux? Est-ce qu'il reviendra à la maison? Est-ce qu'on peut lui rendre visite? Liam. Elle jeta un coup d'œil à son neveu, s'assurant qu'il était toujours absorbé par sa tâche. Liam s'est complètement renfermé pendant environ 48 heures. Ne parlait pas, n'écrivait pas, mangeait à peine. Puis hier matin, il est descendu pour le petit déjeuner et m'a tendu ça. Catherine fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier de construction plié. À l'intérieur se trouvait un dessin enfantin de 4 personnages, 2 petits étiquetés moi et Noah, une figure féminine plus grande étiquetée tante Cathy, et sur le côté, une figure derrière ce qui semblait être une clôture ou des barreaux, étiqueté simplement papa. Les personnages ne se touchaient pas, et contrairement aux dessins habituels de Liam, aucun d'eux n'avait de sourire. C'est la première fois qu'il reconnaît Richard comme son père depuis que tout est arrivé, expliqua Catherine, repliant soigneusement le papier. Dr Chen dit que c'est en fait un progrès. Il commence à intégrer la réalité plutôt qu'à compartimenter. Avant que Mélanie ne puisse répondre, la minuterie de cuisine sonna et Catherine tourna son attention vers le four. « Pourquoi n'emmènes-tu pas les garçons dans le salon pendant que ceux-ci cuisent? Il y a du chocolat chaud et ils voulaient te montrer leur nouveau cahier de thérapie. » Le salon portait des signes subtils des changements dans la maison Bennett.
Les photos de famille avaient été réarrangées pour supprimer l'image de Richard sans créer de vide visible. Les jouets étaient soigneusement organisés dans des bacs, et un petit bureau avait été installé dans le coin avec du matériel artistique et des journaux, un espace de travail pour les devoirs de thérapie, supposa Mélanie, où les jumeaux pouvaient exprimer des sentiments trop complexes pour leur vocabulaire limité. Noah commença immédiatement à montrer son cahier à Mélanie, pointant fièrement les pages où il avait dessiné des images d'émotions et complété des exercices sur l'identification des adultes de confiance. Liam resta d'abord en retrait, observant depuis l'embrasure de la porte, jusqu'à ce que Mélanie l'invite doucement à les rejoindre. « Ta tante me dit que tu t'en sors très bien en thérapie, » dit Mélanie, faisant de la place pour Liam sur le canapé à côté d'elle. « J'adorerais voir ton cahier aussi, si tu veux me le montrer. » Pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait refuser, mais ensuite il hocha la tête et récupéra un dossier du bureau. Contrairement au cahier de Noah avec ses autocollants colorés et ses gribouillis enthousiastes, celui de Liam contenait des dessins méticuleux, des scènes détaillées montrant les jumeaux à l'école, à la maison avec Catherine, et, de manière plus poignante, une série dépeignant le sous-sol où Christopher avait été détenu. Mélanie les étudia avec un soin particulier, notant comment Liam s'était dessiné lui-même et Noah apportant de la nourriture et des livres à Christopher, jouant à des jeux ensemble, chuchotant des histoires dans le noir. Les images étaient troublantes dans leur innocence. 3 enfants créant des moments de connexion dans les circonstances les plus horribles, aucun d'eux ne comprenant pleinement l'injustice de la situation. « Ce sont des dessins très puissants, Liam, » dit doucement Mélanie. « Ils montrent exactement ce qui s'est passé, ce qui est très courageux. » Le garçon hocha solennellement la tête, tournant à la dernière page du dossier. Elle montrait Christopher assis entre ses parents, avec Liam et Noah debout à proximité. Au-dessus du dessin, en lettres capitales soignées, était écrit « Christopher est avec sa famille maintenant. Nous sommes avec tante Cathy. » C'est exact, affirma Mélanie, le cœur douloureux face à la simple vérité que le dessin transmettait. Tout le monde est en sécurité maintenant, avec des gens qui se soucient d'eux. Noah, pour ne pas être surpassé par l'étalage artistique de son frère, tira sur la manche de Mélanie. « On va revoir Christopher, » annonça-t-il, avant qu'il ne déménage. Tante Cathy a dit qu'on pouvait, si on voulait. Mélanie jeta un coup d'œil vers l'embrasure de la porte où Catherine était apparue, un plateau de biscuits et de chocolat chaud en équilibre dans ses mains. « Nous avons reçu la demande formelle de la famille Reynolds hier, » confirma-t-elle, posant le plateau sur la table basse. « Les garçons en discutent depuis. »« Êtes-vous à l'aise avec l'idée ?» demanda Mélanie, acceptant une tasse fumante. Catherine s'installa dans un fauteuil, son expression pensive. « Au début, non. Je craignais que ce ne soit trop déroutant, trop douloureux. Mais Dr. Chen pense que cela pourrait apporter une clôture importante, surtout que les Reynolds vont probablement déménager. » Elle jeta un coup d'œil aux jumeaux, qui choisissaient soigneusement des biscuits dans l'assiette. « Et les garçons veulent le voir. Ils demandent constamment de ses nouvelles. »« C'était notre ami, » dit Noah avec pragmatisme, trempant son biscuit dans le chocolat chaud. « Même si papa a fait une mauvaise chose, Christopher était quand même notre ami. » La simple déclaration, livrée avec la logique directe d'un enfant, capturait la complexité douloureuse de la situation. Les jumeaux avaient formé un lien authentique avec Christopher pendant sa captivité, une relation construite sur leur gentillesse naturelle et leur instinct de prendre soin de quelqu'un dans le besoin, malgré le contexte horrible que leur père avait créé. « Quand la visite aura-t-elle lieu ?» demanda Mélanie. « La semaine prochaine. Au centre de défense des enfants, encore une fois. Les Reynolds veulent prendre leur décision concernant le déménagement avant les vacances. » Catherine baissa la voix. « Angela Reynolds m'a appelé elle-même. Elle a dit qu'elle n'en voulait pas aux garçons, qu'elle savait qu'ils étaient aussi des victimes. Mais les voir est toujours difficile pour elle. Il lui rappelle ce qui s'est passé. De Richard. » L'aveu flotta dans l'air, lourd d'implications tacites. La ressemblance physique des jumeaux avec leur père, les mêmes cheveux blonds cendrés, la même forme d'yeux, signifiait qu'ils porteraient toujours un lien visible avec l'homme qui avait causé un préjudice aussi dévastateur, un écho génétique du traumatisme inscrit dans leur trait même. Liam, qui mangeait tranquillement son biscuit, glissa soudainement du canapé et alla au bureau. Il revint avec un morceau de papier et un crayon, écrivant rapidement avant de tendre la note à Mélanie. « Viendrez-vous quand nous verrons Christopher ?» La demande, écrite dans ses capitales soignées, prit Mélanie au dépourvu. Elle regarda Catherine, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Dr. Chen a suggéré d'avoir un adulte de confiance constant présent, en plus des membres de la famille, expliqua Catherine.
Quelqu'un qui comprend la situation mais n'est pas aussi émotionnellement impliqué que moi. Les garçons ont immédiatement pensé à vous. Mélanie sentit le poids de cette confiance, ce rôle inattendu qu'elle avait assumé dans la vie des jumeaux. Ce qui avait commencé comme l'inquiétude d'une enseignante pour ses élèves avait évolué en quelque chose de plus profond. Un témoin de leur traumatisme, une constante dans le paysage changeant de leur nouvelle réalité. « Bien sûr, je viendrai », promit-elle à Liam, recevant un hochement de tête solennel en retour. Le reste de la visite se passa dans une conversation plus calme, les jumeaux montrant à Mélanie leurs derniers travaux scolaires. Catherine avait organisé un tuteur pour continuer leur éducation de maternelle à la maison jusqu'à ce qu'ils soient prêts à retourner dans une salle de classe. Noah bavardait sur leurs amis du quartier qui venaient parfois jouer, notes écrites occasionnelles, un système qui semblait fonctionner pour lui malgré ses limites. Alors que Mélanie se préparait à partir, la neige tombant toujours régulièrement dehors, Catherine la raccompagna à la porte pendant que les jumeaux restaient dans le salon, absorbés par l'examen de leur nouveau livre. « Il y a autre chose, » dit Catherine doucement, sa voix tendue. « L'avocat de Richard m'a contacté hier. Il veut voir les garçons. »« Quoi ?» Mélanie ne put masquer son choc. « Il ne peut pas s'attendre à ce que... » Légalement, ses droits parentaux n'ont pas encore été résiliés, expliqua Catherine, son expression crispée. Ce processus est en cours, mais jusqu'à ce qu'il soit terminé, il peut demander une visite supervisée. Mon avocat se bat contre cela, bien sûr, mais c'est un stress supplémentaire dont les garçons n'ont pas besoin. Que dit Dr. Chen? Que ce serait dévastateur pour leur progrès en ce moment. Ils commencent tout juste à traiter ce qui s'est passé, à comprendre que ce que leur père a fait était terriblement mal. La voix de Catherine se brisa. Comment puis-je les protéger de cela? Ils ont déjà tant perdu. La question resta suspendue entre elles, sans réponse dans son énormité. Mélanie tendit la main pour serrer le bras de Catherine, un geste de solidarité qui semblait terriblement inadéquat face à l'ampleur du défi auquel elle était confrontée. Un jour à la fois, offrit-elle, faisant écho à sa platitude antérieure mais le pensant plus profondément maintenant. Et vous n'êtes pas seul dans tout ça. L'école, Dr. Chen, le détective Morgan, moi, il y a toute une communauté qui se tient à vos côtés et aux côtés des garçons. Catherine hocha la tête, redressant les épaules avec un effort visible. L'audience pour l'ordonnance restrictive est lundi prochain. Mon avocat est confiant étant donné les circonstances, mais d'ici là. Elle s'interrompit, jetant un coup d'œil en arrière vers le salon où les jumeaux étaient assis côte à côte, tête penchée sur leur nouveau livre, momentanément en paix dans un monde qui avait été brisé et qui était seulement maintenant en train d'être réassemblé dans une configuration nouvelle et inconnue. « Faites-moi savoir s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, » dit Mélanie, sachant que l'offre était inadéquate mais la faisant néanmoins. « Vous le faites déjà, » répondit simplement Catherine. « Être ici. Voir les garçons comme plus que des victimes ou des curiosités. Cela compte plus que vous ne le pensez. » Alors que Mélanie rentrait chez elle en voiture à travers les rues enneigées, ses essuie-glaces marquant un rythme régulier avec ses pensées, elle réfléchit à l'étrange et solennelle responsabilité qu'elle avait assumée dans la vie de Liam et Noah Bennett. Elle était devenue plus que leur enseignante, elle était maintenant un pont entre leur avant et leur après, quelqu'un qui les avait connus lorsque leur monde était intact et qui restait alors qu'ils naviguaient dans ses ruines. Le poids de ce rôle s'installa sur elle comme la neige s'accumulant sur la route devant elle, beau à sa manière, mais nécessitant une navigation prudente, une attention aux dangers invisibles sous la surface, et la compréhension que ce qui semblait solide pouvait céder sans avertissement. Le centre de défense des enfants avait l'air différent en plein jour, sa façade joyeuse contrastant fortement avec le but sombre de la réunion qui s'y déroulait. Mélanie arriva tôt, trouvant Catherine déjà dans la salle d'attente, les jumeaux assis à côté d'elle avec des expressions identiques d'anticipation nerveuse. « Les Reynolds ne sont pas encore là, » expliqua Catherine à voix basse alors que Mélanie prenait le siège à côté d'elle. « Christopher a eu une matinée difficile, selon Angela. Il a failli changer d'avis pour venir. » Mélanie hocha la tête, comprenant la complexité des émotions que le jeune garçon devait éprouver, vouloir voir les jumeaux qui lui avaient montré de la gentillesse pendant sa captivité, tout en les associant inévitablement au traumatisme qu'il avait enduré. « Comment vont Liam et Noah ?» demanda-t-elle, notant l'immobilité inhabituelle des jumeaux. Habituellement, même dans des situations sérieuses, ils gigotaient ou chuchotaient entre eux. Aujourd'hui, ils étaient assis rigidement, les mains jointes sur leurs genoux, les yeux fixés sur la porte. « Nerveux, » répondit Catherine. «
Ils ont travaillé avec Dr. Chen hier pour se préparer, dessinant des images de ce qu'ils pourraient ressentir en voyant Christopher à nouveau, s'entraînant à ce qu'il pourrait dire. Liam n'a pas parlé de toute la matinée, mais ce n'est pas inhabituel avant les séances de thérapie. La porte s'ouvrit et Dr. Chen émergea, son sourire professionnel fermement en place, bien que ses yeux trahissent une certaine lassitude. La famille Reynolds est arrivée. Nous nous installons dans la salle bleue. Elle s'accroupit devant les jumeaux, s'adressant directement à eux. Christopher a un peu peur aujourd'hui, tout comme vous pourriez l'être. C'est normal d'avoir de gros sentiments en vous revoyant. C'est pourquoi je suis là pour aider. Noah hocha solennellement la tête. On a apporté quelque chose pour lui, dit-il en tapotant le petit sac cadeau à ses pieds. Tante Cathy nous a aidés à le choisir. C'était très attentionné, affirma Dr. Chen, se levant pour les conduire dans le couloir. Christopher a aussi apporté quelque chose pour vous. La salle bleue était conçue pour le jeu thérapeutique, équipée de meubles confortables, de matériel artistique, de jeux et d'une discrète fenêtre d'observation où les professionnels pouvaient surveiller les interactions sans être intrusifs. Christopher attendait déjà à l'intérieur, assis entre ses parents sur un petit canapé, serrant son ours en peluche omniprésent. Le garçon avait l'air nettement plus en forme qu'à leur dernière rencontre, ses joues plus pleines, ses yeux plus clairs, bien que portant toujours des ombres qu'aucun enfant de son âge ne devrait porter. Il portait un pull rouge et un jean, ses cheveux soigneusement peignés, apparaissant à toutes fins utiles comme n'importe quel enfant ordinaire de 7 ans. Seule la prise à jointure blanche sur son ours trahissait son anxiété. Angela Reynolds réussit un sourire crispé alors qu'ils entraient, tandis que Michael hocha la tête sèchement, son bras protecteur autour des épaules de son fils. La tension dans leur posture était palpable, des parents forcés d'affronter les rappels vivants du cauchemar que leur famille avait enduré. Pendant un long moment, personne ne parla. Les adultes restèrent figés dans un tableau de protocole incertain tandis que les enfants se regardaient Noah qui brisa finalement le silence. « Salut Christopher, dit-il simplement, sa voix petite mais stable. On t'a apporté quelque chose. » Il poussa son frère du coude et Liam s'avança, offrant le sac cadeau avec une cérémonie solennelle. Christopher l'accepta prudemment, jetant un coup d'œil à sa mère pour obtenir la permission avant de regarder à l'intérieur. Il en sortit un petit jeu d'échecs en bois, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. « C'est comme celui en papier qu'on avait fait, » dit-il doucement, passant ses doigts sur les pièces sculptées. « Tante Cathy nous a aidés à le trouver, » expliqua Noah. « Comme ça, tu peux jouer aux vrais échecs maintenant, pas juste aux échecs en papier. » Le simple cadeau, un jeu d'échecs pour remplacer la version de fortune en papier que les garçons avaient créée pendant la captivité de Christopher, portait un poids symbolique bien au-delà de sa valeur pratique. Ils reconnaissaient leur passé commun tout en le transformant en quelque chose de nouveau, quelque chose d'intact par les circonstances de leur connexion initiale. Christopher posa soigneusement le jeu d'échecs de côté et fouilla dans son sac à dos, en retirant un paquet plat emballé dans du papier bleu. « J'ai fait ça pour vous, » dit-il, l'offrant aux jumeaux avec un sourire hésitant. « Maman m'a aidé. » Liam accepta le cadeau, le déballant soigneusement pour révéler un dessin encadré. 3 bonshommes allumettes debout ensemble, étiquetés moi, Liam et Noah. Au-dessus, dans l'écriture soignée d'un enfant, merci d'avoir accent aigu gentil avec moi. L'œuvre d'art simple sembla dissoudre la tension restante dans la pièce. Noah se dirigea vers Christopher, lui demandant s'il voulait essayer le jeu d'échecs. Liam suivit, plus prudemment, serrant toujours le dessin encadré. En quelques minutes, les 3 garçons étaient assis à une petite table, Christopher expliquant les règles appropriées des échecs tandis que les jumeaux écoutaient avec une attention captivée. Dr. Chen fit signe aux adultes de se diriger vers l'autre côté de la pièce, où ils pourraient observer sans planer. « Ça se passe remarquablement bien, » murmura-t-elle. Les enfants naviguent souvent dans ces situations plus naturellement que les adultes. Ils ne portent pas le même fardeau d'analyse et d'implication. Mélanie regarda Liam, qui n'avait pas dit un mot de toute la matinée, se pencher pour chuchoter quelque chose à l'oreille de Christopher. Le garçon plus âgé hocha sérieusement la tête avant de répondre sur un ton tout aussi bas. Ces échanges privés, rappelant leurs murmures au sous-sol, semblaient porter une signification que les adultes ne pouvaient que deviner. Des expériences partagées traitées à travers le vocabulaire émotionnel limité des enfants. « Nous prévoyons de déménager le mois prochain, » dit Angela doucement, son regard fixé sur son fils. « L'entreprise de Michael a un poste au Colorado. Nous pensons qu'un nouveau départ serait préférable pour Christopher. »« Il va manquer au garçon, » répondit Catherine, son ton soigneusement neutre, « mais je comprends votre décision. »
Le direz-vous à Christopher aujourd'hui? Angela secoua la tête. Nous avons discuté de la possibilité avec lui, mais nous attendrons après les vacances pour l'officialiser. Son thérapeute a déconseillé trop de changements à la fois. La conversation se poursuivit à voix basse, détails pratiques mêlés à des préoccupations plus profondes sur le rétablissement à long terme des enfants. Pendant ce temps, à la petite table, une interaction entièrement différente se déroulait. La partie d'échecs avait été abandonnée au profit du dessin, les trois garçons travaillant ensemble sur une grande feuille de papier, se passant les marqueurs dans un effort collaboratif. Mélanie s'approcha, curieuse de leur création. Le dessin représentait ce qui semblait être un parc, avec trois personnages jouant sous un grand arbre tandis que des figures adultes regardaient depuis des bancs voisins. C'était une scène d'enfance ordinaire, remarquable seulement par sa normalité. Trois garçons imaginant une réalité où ils pourraient simplement être amis, sans l'ombre du traumatisme planant sur leur relation. « On peut aller dans un vrai parc un jour ?» demandait Noah, ajoutant une balançoire à leur dessin. « Tous les trois ?» Christopher parut incertain, jetant un coup d'œil vers ses parents. « Je ne sais pas. On va peut-être déménager. » « Où ?» demanda Liam, sa voix si inattendue que les trois adultes se tournèrent surpris. C'était la première fois qu'il parlait à voix haute pendant la séance, ses mots légèrement rouillés par le manque d'usage, mais clairs. « Colorado » répondit Christopher. « C'est vraiment loin d'ici. » Liam hocha la tête, absorbant cette information avec la contemplation sérieuse qui le caractérisait. « On pourrait écrire des lettres, suggéra-t-il après un moment. Et envoyer des dessins. » La solution simple, offerte de la manière pratique des enfants, fit naître un sourire triste sur le visage d'Angela. « Je pense que ce serait bien, dit-elle en s'approchant de la table. Christopher pourrait avoir des correspondants. » Le reste de la séance se passa dans cette danse prudente entre la reconnaissance du passé et des pas timides vers un avenir où la connexion entre les trois garçons pourrait être préservée sous une forme ou une autre, transformée du lien traumatique de leur rencontre initiale en quelque chose de plus sain. Alors que la visite touchait à sa fin, Dr. Chen facilita un au revoir structuré, soulignant que même si Christopher déménagerait, il ne disparaîtrait pas entièrement de la vie des jumeaux. Des lettres, des appels vidéo occasionnels, peut-être même des visites pendant les vacances d'été ou toute possibilité pour maintenir une connexion qui, malgré ses origines troublantes, était devenue significative pour les trois enfants. Les derniers moments furent les plus difficiles. Christopher serra les jumeaux dans ses bras au revoir avec une intensité féroce qui en disait long sur les émotions complexes sous sa surface de 7 ans. « Merci pour la nourriture » murmura-t-il, faisant écho à ses paroles de leur première rencontre au centre. « Et les histoires, quand il faisait noir ?» Noah le serra en retour tout aussi fort. « On ne savait pas comment aider plus, dit-il, sa voix petite de regret dépassant ses années. On pensait que papa disait la vérité. » Je sais, l'assura Christopher avec une sagesse qui brisa le cœur de Mélanie. Vous étiez juste des petits-enfants, comme moi. Liam, qui était resté en retrait, s'avança soudainement et pressa quelque chose dans la main de Christopher. Un cavalier d'échecs en papier plié, identique à celui qu'il lui avait donné lors de leur première rencontre. Aucun mot n'accompagna le geste, mais aucun n'était nécessaire. Le symbolisme était clair pour tous ceux qui regardaient. Un rappel de la façon dont ils avaient trouvé des moments de jeu et de connexion au milieu des ténèbres, comment ils avaient créé de la beauté à partir des ressources limitées dont ils disposaient. Alors que la famille Reynolds partait, Christopher serrant son nouveau jeu d'échecs dans une main et le cavalier en papier dans l'autre, un mélange complexe d'émotions flottait dans l'air. Le chagrin pour ce que ses enfants avaient enduré, l'espoir pour leur rétablissement, et la reconnaissance douce amère que le lien entre eux, bien que né de circonstances terribles, était devenu une connexion authentique qui méritait d'être honorée plutôt que rompue. Dans le calme qui suivit, Dr. Chen rassembla les jumeaux pour une séance de débriefing, laissant à Catherine et Mélanie un moment seuls dans le couloir. « Liam a parlé » dit Catherine, l'émerveillement et le soulagement évident dans sa voix. Des phrases complètes, devant tout le monde. Mélanie hocha la tête, tout aussi émue par la percée. Quelque chose dans le fait de revoir Christopher a dû lui donner la permission de trouver sa voie. Dr. Chen a dit que cela pourrait arriver comme ça, soudainement, quand le contexte émotionnel semble juste. Catherine jeta un coup d'œil vers la porte fermée où la séance se poursuivait. Cette visite était la bonne décision, malgré mes réserves. Je pense que tous les trois en avaient besoin. Et l'ordonnance restrictive, demanda Mélanie, baissant encore la voix. Y a-t-il eu des nouvelles ? L'expression de Catherine s'assombrit. L'audience est demain. Mon avocat est confiant étant donné les circonstances,
Mais l'avocat de Richard plaide que la visite supervisée bénéficierait au processus de rétablissement des jumeaux. Elle secoua la tête avec incrédulité. Comme si voir l'homme qui a kidnappé un enfant et l'a gardé prisonnier dans leur sous-sol allait d'une manière ou d'une autre les aider à guérir. Devrez-vous emmener les jumeaux au tribunal? Non, Dieu merci. Ils ont soumis des déclarations de Dr Chen et de l'assistante sociale recommandant de ne pas avoir de contact à ce stade. Catherine passa une main dans ses cheveux, un geste d'épuisement que Mélanie avait appris à reconnaître. Je veux juste que ce soit réglé, pour que nous puissions avancer sans que cela nous pende au nez. Avant que Mélanie ne puisse répondre, la porte de la salle de thérapie s'ouvrit et Dr Chen émergea avec les jumeaux. Noah bavardait avec animation sur leur visite avec Christopher, tandis que Liam marchait à côté de lui dans un silence pensif, bien que la tension rigide qu'il avait caractérisée plus tôt se soit visiblement relâchée. Une séance très réussie, les informa Dr Chen, la satisfaction professionnelle évidente dans son ton. Nous avons traité de grandes émotions et fait des progrès importants aujourd'hui. Alors qu'il se préparait à partir, Liam tira doucement sur la manche de Mélanie, attendant qu'elle s'accroupisse à son niveau. Merci d'être venu, dit-il, sa voix douce mais stable, les mots soigneusement formés comme s'il réapprenait à les utiliser. Merci d'avoir parlé, répondit simplement Mélanie, comprenant le courage qu'il lui avait fallu pour briser son silence. Le garçon hocha solennellement la tête, ses yeux exprimant ce que son vocabulaire limité ne pouvait pas encore exprimer, gratitude, confiance et le début de la guérison, comme les premières pousses vertes émergeant après un feu de forêt dévastateur. La salle d'audience était plus petite que ce que Mélanie avait prévu, ses murs lambrissés et son atmosphère formelle contrastant avec la nature profondément personnelle des procédures qui s'y déroulaient. Elle était assise au dernier rang, présente pour soutenir Catherine mais non programmée pour témoigner avant l'appel de l'assurance plus tard cette semaine. L'audience pour l'ordonnance restrictive avait été fermée au public en raison de l'implication de mineurs, la galerie n'était occupée que par les parties essentielles et leurs représentants. À la table du demandeur, Catherine était assise à côté de son avocate, sa posture rigide de tension malgré la confiance professionnelle projetée par son avocate. De l'autre côté de l'allée, l'avocat de Richard Bennett était assis seul, l'absence de son client étant visible mais attendue, il restait dans l'établissement psychiatrique où il avait été interné suite à son accord de plaidoyer. La juge Eleanor Winters présidait avec l'efficacité pragmatique de quelqu'un qui avait passé des décennies à naviguer dans l'intersection trouble du droit et de la souffrance humaine. Vers la fin de la soixantaine, avec des cheveux argentés coupés courts et des lunettes à monture métallique perchées sur un nez proéminent, elle commandait la salle d'audience avec une autorité tranquille. Nous sommes ici aujourd'hui pour examiner la requête en ordonnance restrictive permanente déposée par Catherine Bennett, agissant en tant que tutrice légale des mineurs Liam et Noah Bennett, contre leur père, Richard Bennett, déclara la juge Winters, examinant les documents devant elle. J'ai lu les soumissions des deux parties, y compris les évaluations psychiatriques et les recommandations du thérapeute des enfants. L'avocate de Catherine se leva, une femme grande avec un subtil accent du Sud qui émergeait malgré sa diction formelle. Votre honneur, nous pensons que les preuves démontrent clairement que tout contact entre Richard Bennett et ses fils à ce stade serait préjudiciable à leur rétablissement psychologique. Dr Rebecca Chen, qui traite les garçons depuis octobre, a soumis une évaluation approfondie soutenant cette conclusion. La juge hocha la tête, tournant son attention vers l'avocat de Richard. Conseiller, votre réponse. L'avocat de la défense, un homme plus jeune à l'apparence soignée de quelqu'un d'un cabinet coûteux, se leva avec une confiance exercée. Votre honneur, nous reconnaissons la gravité des circonstances, mais nous maintenons que rompre définitivement la relation entre un père et ses enfants est une mesure extrême qui nécessite une justification substantielle. Bien que M. Bennett ait accepté la responsabilité de ses actes concernant Christopher Reynolds, il reste profondément préoccupé par le bien-être de ses fils. Mélanie sentit une vague d'indignation face à l'argument soigneusement construit, qui réussissait d'une manière ou d'une autre à dépeindre Richard Bennett comme un père attentionné malgré le traumatisme horrible qu'il avait infligé à ses propres enfants. Elle regarda les épaules de Catherine se tendre, bien que son expression restât composée. Monsieur Bennett a été diagnostiqué avec un trouble délirant avec caractéristiques psychotiques, continua l'avocat de la défense. Son état de santé mentale a directement contribué à ses actions, des actions qu'il reconnaît maintenant comme profondément répréhensibles. Alors qu'il progresse dans son traitement, un contact supervisé avec ses fils pourrait éventuellement devenir un élément positif dans leur rétablissement à tous.
La juge Winters resta impassible, bien que quelque chose vacillât dans ses yeux, scepticisme, peut-être, ou la lassitude de quelqu'un qui avait entendu trop de justifications pour l'injustifiable. Dr Levent, le psychiatre désigné par le tribunal qui a évalué M. Bennett, a noté que le maintien des liens familiaux, lorsqu'approprié et soigneusement supervisé, peut être bénéfique pour les patients atteints de conditions similaires, insista l'avocat. Nous ne demandons pas de visite immédiate, simplement que la porte soit laissée ouverte pour un éventuel contact futur, sur recommandation des médecins traitants de M. Bennett et du thérapeute des enfants. La juge se tourna vers l'avocate de Catherine. Votre réponse, conseillère ? L'avocate de Catherine se leva, son expression grave. Votre honneur, cet argument dénature fondamentalement la situation. Nous ne discutons pas d'un père qui a commis une erreur regrettable mais ordinaire. Monsieur Bennett a kidnappé un enfant et l'a emprisonné dans la maison familiale pendant 6 mois, manipulant ses fils de 5 ans pour qu'ils participent à la tromperie. Le traumatisme infligé à ses enfants est profond et continu. Elle leva un dossier de la table. Dans son évaluation, Dr Chen décrit la lutte continue des jumeaux avec la confiance, leur confusion quant aux limites morales et leur difficulté à réconcilier le père qu'ils connaissaient avec l'homme qui a commis ces crimes. Liam Bennett a développé un mutisme sélectif comme résultat direct de ce traumatisme, ne recommençant que récemment à parler. Noah Bennett fait des cauchemars sévères centrés sur les thèmes de la tromperie et de l'abandon. L'avocate marqua une pause, laissant le poids de ces détails s'installer sur la salle d'audience. Suggérer qu'un contact avec l'architecte de ce traumatisme serait bénéfique pour ces enfants va à l'encontre de toute compréhension psychologique établie de la guérison des traumatismes infantiles. La simple suggestion de voir leur père a provoqué une régression significative dans leur progrès. Pendant l'heure suivante, les avocats présentèrent leurs arguments, se référant occasionnellement à des rapports d'experts variés ou citant des précédents pertinents. Pendant tout ce temps, Catherine resta immobile, les mains jointes fermement sur ses genoux, tandis que Mélanie observait depuis sa position au fond, frappée par la dissection clinique de ce qu'elle savait être une tragédie profondément humaine. Finalement, la juge Winters retira ses lunettes, frottant l'arête de son nez avec lassitude avant de s'adresser à la salle d'audience. Ayant examiné tous les documents soumis et entendu les arguments des deux parties, je suis prête à statuer sur cette affaire. La salle d'audience tomba dans un silence complet, l'air lourd d'anticipation. La considération première dans les affaires impliquant des mineurs doit toujours être l'intérêt supérieur des enfants, commença la juge Winters, son ton mesuré. Ces intérêts supérieurs doivent être évalués sur la base de témoignages d'experts, d'impacts observables et des circonstances spécifiques de chaque cas. Elle remua les papiers devant elle, continuant avec un soin délibéré. Il est clair, d'après les évaluations fournies par Dr Chen ainsi que les rapports du tuteur ad litem désigné par le tribunal pour les enfants, que Liam et Noah Bennett ont subi un traumatisme psychologique important comme résultat direct des actions de leur père. Ce traumatisme s'est manifesté par de graves symptômes développementaux et psychologiques qui ne commencent que maintenant à répondre à une thérapie intensive. La juge fixa son regard sur l'avocat de la défense. Bien que je reconnaisse l'observation générale du docteur Levent selon laquelle les liens familiaux peuvent être bénéfiques dans certains contextes de rétablissement de la santé mentale, ce principe généralisé ne peut l'emporter sur le préjudice spécifique et documenté que même la perspective d'un contact avec leur père cause à ses enfants. Elle tourna son attention vers l'avocate de Catherine. Je trouve les preuves convaincantes que la séparation continue de Richard Bennett est nécessaire au rétablissement des jumeaux à ce stade. Par conséquent, j'accorde la requête en ordonnance restrictive permanente interdisant à Richard Bennett tout contact, direct ou indirect, avec Liam et Noah Bennett. Les épaules de Catherine s'affaissèrent visiblement de soulagement, bien que son expression restât composée. Cependant, continua la juge en levant un doigt, j'inclus une disposition selon laquelle cette ordonnance pourra être réexaminée annuellement, à compter de 2 ans à partir d'aujourd'hui, sur requête de l'une ou l'autre partie et avec des évaluations psychologiques mises à jour de professionnels qualifiés traitant à la fois M. Bennett et les enfants. Cela reconnaît la possibilité, aussi lointaine puisse-t-elle paraître actuellement, que les circonstances puissent changer à mesure que les enfants mûrissent et que M. Bennett progresse dans son traitement. Elle regarda entre les deux avocats, son expression sévère. Pour être absolument clair, cette disposition n'est pas une attente que le contact sera repris, simplement une reconnaissance que les besoins de ces enfants peuvent évoluer avec le temps et que le tribunal reste disponible pour réévaluer en fonction de ses besoins. Le fardeau de prouver que tout contact ne serait pas préjudiciable reposera entièrement sur M. Bennett.
D'un coup de marteau décisif, la juge Winters conclut l'audience. Ordonnance ainsi rendue. La séance est levée. La formalité des débats se dissolut alors que Catherine se leva, embrassant son avocate avec une émotion visible. Mélanie s'approcha prudemment, incertaine de sa place dans ce moment. « C'est fini », dit Catherine en apercevant Mélanie, sa voix instable de soulagement. « Au moins pour 2 ans. Les garçons sont en sécurité. » « C'est une merveilleuse nouvelle, » répondit Mélanie, un soulagement sincère l'inondant. « Comment vous sentez-vous » Catherine eut un rire tremblant. Comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. C'était le dernier obstacle majeur. L'arrangement de garde est permanent, l'ordonnance restrictive est en place. Elle rassembla ses affaires avec des mains qui tremblaient légèrement. Maintenant, nous pouvons nous concentrer entièrement sur la guérison, sur l'avancement. Alors qu'elle sortait du palais de justice, pénétrant dans l'air vif de décembre, Mélanie fut frappée par l'étrange normalité de la scène devant elle. Des gens se hâtant sur les trottoirs, portant des sacs de course, des décorations de vacances scintillant dans les vitrines, un groupe de chanteurs de Noël s'entraînant au coin de la rue. Le monde ordinaire continuait, inconscient des décisions profondes qui venaient de modifier le cours de 2 petites vies pour toujours. « Direz-vous au garçon la décision ?» demanda Mélanie alors qu'elle se dirigeait vers le parking. « Pas les détails juridiques, » répondit Catherine, resserrant son manteau contre le froid. « Juste que tout est réglé maintenant. Qu'ils resteront avec moi. Et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de voir leur père, à moins qu'un jour, quand ils seront beaucoup plus âgés, ils décident qu'ils le veulent. » Elle marqua une pause près de sa voiture, se tournant vers Mélanie avec une expression de détermination tranquille. « Dr. Chen dit que nous devons commencer à construire de nouveaux souvenirs, de nouvelles traditions. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre un petit sapin de Noël après tout. Les garçons ont traversé assez de pertes. Ils ne devraient pas perdre aussi la joie des fêtes. Richard ne leur enlèvera pas ça non plus. » Mélanie hocha la tête, comprenant l'importance de ce petit acte de récupération. Cela semble être une prochaine étape parfaite. Alors que Catherine s'éloignait avec un dernier signe de la main, Mélanie resta debout dans le parking, la neige commençant à tomber en flocons doux qui fondaient au contact du trottoir. L'ordonnance restrictive était une victoire, sans aucun doute, une protection nécessaire pour les jumeaux alors qu'ils luttaient pour reconstruire leur sentiment de sécurité et de confiance. Pourtant, sous le langage juridique et les procédures formelles se cachait une tragédie qu'aucune décision de justice ne pouvait entièrement résoudre. 2 petits garçons forcés de réconcilier le fait que leur père, l'homme en qui ils avaient confiance par-dessus tout, avait commis un acte impardonnable et les avait entraînés involontairement dans son délire. Comment guérissait-on d'une telle fracture dans les fondations de l'enfance ? Se demanda Mélanie. Les jumeaux auraient la meilleure aide professionnelle disponible, une tutrice aimante en la personne de Catherine et une communauté prête à les soutenir. Mais certaines blessures laissaient des cicatrices qui ne s'effaçaient jamais complètement, modifiant le paysage d'une vie de manière irrévocable. Elle pensa à la percée de Liam au centre de défense des enfants, sa petite voix émergeant après des semaines de silence, et aux efforts sérieux de Noah pour donner un sens à ce qui s'était passé à travers des questions et des conversations sans fin. Leur résilience était remarquable, mais le chemin à parcourir restait long et incertain. Avec une profonde inspiration, Mélanie se tourna vers sa propre voiture, se rappelant que demain apportait une autre bataille juridique, l'audience d'appel de l'assurance où elle témoignerait sur les changements qu'elle avait observés chez les jumeaux avant et après la découverte à la maison Bennett. Une autre petite étape dans le long processus visant à garantir que ces enfants reçoivent ce dont ils avaient besoin pour guérir, grandir, et finalement s'épanouir malgré le début traumatisant de leur histoire. L'audience d'appel de l'assurance s'avéra moins dramatique que les procédures d'ordonnance restrictive, mais non moins conséquente pour l'avenir des jumeaux. Dans la salle de conférence stérile de l'immeuble de bureau de l'entreprise, Mélanie livra son témoignage avec l'approche précise et documentée qu'elle avait développée pendant ses années dans l'éducation, détaillant les changements comportementaux qu'elle avait observés, les interventions qu'elle avait tentées et l'impact profond du traumatisme sur le développement scolaire et social des jumeaux. Les représentants de la compagnie d'assurance écoutèrent avec des expressions impassibles, prenant occasionnellement des notes ou consultant leurs documents, tandis que l'avocate de Catherine construisait un dossier méthodique sur la nécessité d'une thérapie intensive continue. À la fin de l'après-midi, aucune décision n'avait été prise, cela viendrait par écrit dans les 10 jours ouvrables, mais l'avocate de Catherine semblait prudemment optimiste alors qu'elle partait. « Votre témoignage était convaincant », assura-t-elle Mélanie alors qu'elle se dirigeait vers leur voiture. « Particulièrement vos observations sur le mutisme sélectif de Liam et la régression de Noah en motricité fine.
ce sont des impacts quantifiables qui affectent directement leurs résultats scolaires, ce qui est un langage que les compagnies d'assurance comprennent. Les jours suivants passèrent dans un flou d'activités de fin de semestre à l'école, la frénésie typique de décembre exacerbée par l'approche des vacances. Mélanie se jeta dans ses routines, trouvant du réconfort dans les défis ordinaires de la gestion de 20 enfants de maternelle excitables au milieu du chaos alimenté par le sucre des célébrations en classe. Le dernier jour avant les vacances d'hiver, alors que les enfants partaient avec des ornements faits à la main et des cartes de vœux, le directeur Grayson s'arrêta près de sa classe. « Vous avez une minute » demanda-t-il, tenant une enveloppe manille. Mélanie hocha la tête, mettant de côté les feuilles de travail qu'elle organisait. « Quoi de neuf ?» « 2 choses, dit-il en fermant la porte pour plus d'intimité. Premièrement, Catherine Bennett a appelé ce matin. L'appel de l'assurance a été couronné de succès. La thérapie des jumeaux sera couverte pour l'année prochaine, avec des évaluations pour un traitement continu par la suite. C'est une merveilleuse nouvelle, répondit Mélanie, un soulagement sincère l'inondant. Le fardeau financier des séances de thérapie bi-hebdomadaires pesait lourdement sur Catherine, qui avait pris un congé de son travail à Seattle pour s'occuper des jumeaux. Deuxièmement, continua Grayson en lui tendant l'enveloppe, le conseil scolaire a examiné vos actions dans l'affaire Bennett et a émis cette recommandation officielle. Ils ont été particulièrement impressionnés par votre adhésion aux directives éthiques tout en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité d'un enfant. Mélanie accepta l'enveloppe avec surprise. Au lendemain de la découverte, elle avait été tellement concentrée sur le bien-être des jumeaux et les procédures judiciaires qu'elle avait peu pensé à sa propre situation professionnelle. Il y a eu quelques discussions, ajouta Grayson, son expression devenant sérieuse, sur la question de savoir si suivre des élèves à la maison franchissait une limite professionnelle. Mais étant donné le résultat, un enfant kidnappé secouru, 2 élèves vulnérables protégés, où le conseil a finalement déterminé que vos actions étaient non seulement justifiées, mais exemplaires. Elle ouvrit l'enveloppe, parcourant la lettre formelle avec son en-tête officielle et son langage fleuri louant son dévouement au bien-être des élèves et son jugement exceptionnel dans des circonstances extraordinaires. Je ne sais pas quoi dire, admit elle, la reconnaissance semblant en quelque sorte déconnectée de la réalité de ce qui s'était passé. La peur déchirante lorsqu'elle avait regardé par cette fenêtre de sous-sol, la terreur confuse des jumeaux alors que leur père était arrêté, le long chemin vers la guérison qui s'étendait encore devant ces 3 garçons. Grayson sembla comprendre son ambivalence. Personne ne se lance dans l'enseignement en s'attendant à faire face à quelque chose comme ça, dit-il tranquillement. Mais quand le moment est venu, vous avez fait ce qu'il fallait, Mélanie. C'est important. Après son départ, Mélanie resta à son bureau, la lettre de recommandation devant elle, pensant non pas aux distinctions professionnelles, mais à 3 enfants liés par les circonstances. Liam avec ses dessins soignés et sa voix nouvellement retrouvée, Noah avec ses questions sérieuses et ses instincts protecteurs envers son frère, et Christopher, déménageant vers une nouvelle vie au Colorado, emportant avec lui à la fois le traumatisme de la captivité et le souvenir de 2 petits garçons, qui lui avaient apporté nourriture et réconfort dans l'obscurité. La sonnerie de son téléphone interrompit ses pensées. Le nom de Catherine clignota sur l'écran, et Mélanie répondit rapidement. Je viens d'entendre parler de l'appel de l'assurance. Félicitations. Merci, répondit Catherine, sa voix chaude de gratitude soulagée. C'est un poids énorme en moi. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Les garçons ont quelque chose qu'ils veulent te demander. Il y eut un bruit de remue-ménage, puis la voix de Noah passa par le haut-parleur. Madame Porter, on va chercher notre sapin de Noël aujourd'hui, et tante Cathy a dit qu'on pouvait inviter quelqu'un de spécial pour nous aider à le décorer. Viendrez-vous ? La simple invitation, livrée sur le ton plein d'espoir d'un enfant, prit Mélanie au dépourvu. Dans le flou des responsabilités professionnelles et des procédures judiciaires, elle avait momentanément perdu de vue la vérité la plus fondamentale de toute cette situation. En son cœur se trouvaient 2 garçons de 5 ans essayant de récupérer une mesure de normalité et de joie. J'adorais, répondit-elle sans hésitation. Liam veut te parler aussi, dit Noah, et il y eut un autre bruissement avant que la voix de Liam, toujours prudente mais plus stable que la dernière fois qu'elle l'avait entendue, ne passe par le haut-parleur. On fait des flocons de neige en papier, dit-il, la simple déclaration portant le poids de l'excitation ordinaire de l'enfance. Et des guirlandes de pop-corn. Christopher nous a montré comment faire avant de partir. La mention de Christopher, intégrée si naturellement dans la conversation, en disait long sur le processus de guérison continue des jumeaux. Reconnaître ce qui s'était passé tout en séparant soigneusement le traumatisme du lien authentique qu'ils avaient formé avec le garçon plus âgé.
Ça a l'air merveilleux, dit Mélanie, la gorge serrée par l'émotion. Je suis très douée pour les flocons de neige en papier. Je vous montrerai des motifs spéciaux. Après avoir mis fin à l'appel, elle resta assise dans sa salle de classe vide, entourée d'épreuves de 20 petites vies temporairement mises en pause pour les vacances. Des chutes de papier de construction, des paillettes qui resteraient probablement incrustées dans la moquette jusqu'en juin, des projets artistiques à moitié finis oubliés dans les casiers ou les beaux artefacts désordonnés de l'enfance ordinaire. Pour 19 de ses élèves, les vacances d'hiver signifiaient 2 semaines de célébration familiale, peut-être des voyages pour rendre visite à des parents, l'excitation des cadeaux et des plats spéciaux. Pour Liam et Noah, cela représentait une autre transition, un autre recalibrage de ce que signifiait la famille au lendemain d'un bouleversement profond. Pourtant, dans leur invitation, Mélanie entendit quelque chose de profondément plein d'espoir, la résilience des enfants, leur capacité à trouver la joie même en traitant une douleur dépassant leurs années. Ils décoraient un sapin de Noël avec leur tante. Ils faisaient des flocons de neige en papier et des guirlandes de pop-corn. Ils avançaient, à leur manière, un petit pas à la fois. Alors qu'elle rassemblait ses affaires et se préparait à partir pour les vacances, Mélanie se retrouva à penser à ce premier moment de suspicion, toutes ces semaines auparavant, 2 petits garçons solennels divisant soigneusement leur déjeuner, mettant secrètement de côté de la nourriture pour ce qu'ils appelaient leur ami secret. Cet instinct de gentillesse, même manipulé par le délire de leur père, avait été authentique. Il avait fourni à Christopher non seulement une subsistance physique, mais aussi la connaissance émotionnelle cruciale qu'il n'était pas entièrement seul dans sa captivité. La tragédie qui s'était déroulée à partir de ce moment ne pouvait être annulée. Richard Bennett restait dans un établissement psychiatrique, ses fils sous la garde de leur tante, Christopher et sa famille se préparant à un nouveau départ au Colorado. Les lignes de fracture créées par ces événements feraient toujours partie de l'histoire de ces enfants, visibles lors des séances de thérapie, dans les peurs nocturnes, dans les moments de déclenchement inattendus. Pourtant, à côté de ces fractures, quelque chose d'autre avait émergé, une capacité de guérison, de connexion, de trouver un sens même dans les circonstances les plus sombres. Liam et Noah l'avaient démontré dans leur souci pour Christopher, dans leur traitement prudent de ce que leur père avait fait, dans leur lent et douloureux voyage vers la compréhension. Et peut-être, pensa Mélanie en verrouillant la porte de sa classe derrière elle, était-ce la vraie leçon de ce chapitre éprouvant, que même lorsque les fondations de la sécurité et de la confiance sont brisées, l'esprit humain conserve sa remarquable capacité à recommencer, à trouver un nouveau terrain sur lequel construire, à créer un sens à partir du chaos. Ce soir, elle aiderait 2 petits garçons à décorer un sapin de Noël, un acte ordinaire de célébration qui, dans ce contexte, devenait quelque chose de plus profond. Une déclaration que l'obscurité n'aurait pas le dernier mot, que de petits actes de joie et de connexion pouvaient illuminer même la nuit la plus longue. À l'extérieur de l'école, la neige avait recommencé à tomber, transformant les équipements de jeu en forme fantomatique sous une couverture blanche. Mélanie s'arrêta pour regarder les flocons dérivés, chacun unique dans sa structure cristalline, chacun faisant partie du plus grand tout qui, au matin, remodèlerait le paysage familier en quelque chose de nouveau. Comme les jumeaux, comme Christopher, comme tous ceux qui survivent à un traumatisme profond, le monde s'engageait constamment dans ce processus de destruction et de renouveau, de fin qui contenait en elle les graines de nouveaux commencements. Et dans cette vérité cyclique résidait une sorte d'espoir, non pas l'optimisme superficiel qui niait la réalité de la souffrance, mais la foi plus profonde qui reconnaissait la douleur tout en refusant de lui accorder la victoire sur la capacité humaine à la résilience, à la compassion, à la grâce face aux tempêtes les plus sauvages de la vie. Avec cette pensée la réchauffant contre le froid de l'hiver, Mélanie se dirigea vers sa voiture, vers une soirée de flocons de neige en papier et de guirlandes de pop-corn, vers 2 petits garçons qui avaient été témoins d'une obscurité dépassant leurs années mais qui trouvaient encore le courage de tendre la main vers 8.